Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle masterclass sur les résidences gérées LMNP. On va faire un focus sur les résidences étudiantes et le co-living. Merci Jean-Sébastien Maury de LP Promotion d'être là avec nous. Bonjour, merci Mathieu de me recevoir. Je t'en prie. Donc, on va passer à peu près 2 heures. Ça va être relativement dense pour parcourir avec Jean-Sébastien un peu tout ce qu'il vous faut connaître sur les résidences gérées LMNP. C'est un produit qui est hyper bien adapté aux demandes des investisseurs actuels, hein, qui ont besoin de pouvoir investir du cash facilement et de manière assez sécurisée. Et vous verrez que les résidences étudiantes et tout particulièrement le co-living, hein, qui est un peu dans la même sphère, peuvent vraiment les intéresser pour basculer sur un investissement. Donc Jean-Sébastien nous a préparé une belle présentation. Je vais te laisser la main pour la proposer. Et n'oubliez pas que vous avez le chat dans lequel vous pouvez poser vos questions. Je les prendrai au fur et à mesure pour qu'on puisse y répondre. Donc, n'hésitez pas à aller dans le chat. Jean-Sébastien, je te laisse la main. Tu partages ton écran? Ok. Je suis en cours. Est-ce que tu veux bien confirmer qu'on voit bien la présentation à l'écran? C'est parfait. C'est parfait, magnifique. Donc, merci beaucoup de me laisser m'exprimer sur ce sujet qui est le loueur meublé non professionnel. C'est un sujet qui est très intéressant aujourd'hui pour nous sur le thème de l'épargne. Et il faut se poser quand même les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions à la fois pour notre ami investisseur, quel est son intérêt, mais il faut aussi se poser les questions pour nous en tant qu'opérateur, en tant que gestionnaire de patrimoine, moi en tant que promoteur immobilier. Pourquoi donc faire du meublé quand ça fonctionne très bien avec la Pinel et quand on n'a pas de soucis avec la Pinel? Bon. Soyons un peu égoïstes, soyons un peu égocentrés. Me concernant, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, on a quand même eu un petit peu peur sur l'avenir du produit à réduction d'impôt que peut être le Pinel, pour être tout à fait honnête. Pas parce qu'on allait arriver vers une fin de loi et qu'il y a toujours eu des prolongations, mais parce qu'on avait une gouvernance qui préfère l'investissement dans l'économie réelle que dans l'immobilier pur, une Cour des comptes qui n'arrête pas d'asséner que ça coûte super cher, etc., etc. Et nous, on s'est dit, il faut quand même un produit de substitution. Alors, on a déjà une distribution qui est équilibrée, qui est diversifiée, mais sur la partie investisseur, que je représentais uniquement à l'époque, j'étais directeur de la vente externe, aujourd'hui je m'occupe aussi de la partie vente interne, mais sur la partie investisseur, il fallait pouvoir faire autre chose que simplement du Pinel. Donc, il faut faire un état des lieux du marché, regarder ce que nous savons faire, c'est ce qu'on pourrait appeler une SWOT en école de commerce, pour ceux qui en ont fait une, hein, menace, faiblesse, opportunité. Et donc, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que tu sais faire chez LP et qu'est-ce que veut le marché. Ce que veut le marché, déjà, c'est parler de retraite beaucoup. Hein. On peut quand même le tourner dans tous les sens. L'argument qui consiste à dire partez en vacances avec vos impôts, c'est un argument qui a quand même un petit peu vieilli. Et on est plus aujourd'hui dans la notion de préparons notre retraite, mettons de l'argent de côté, sécurisons-nous. Et pour ce faire, le loueur meublé non professionnel, le bénéfice industriel et commercial est une réponse parfaitement adaptée. Chez LP, il se trouve qu'on avait déjà une société d'exploitation, que la première résidence qu'on a construite, on l'exploite toujours, c'est le Mermoz, ça fait 30 ans. Donc, on avait un réel savoir-faire sur cette notion d'hospitality management et on a souhaité approfondir le sujet et on travaille aujourd'hui sur globalement 3 marques, le senior, l'étudiant et le co-living, chacun ayant ses spécificités. Ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que le rendu du terrain. C'est vous qui m'avez donné ces réponses-là. Moi, j'ai rien inventé. Je suis pas très malin. En revanche, je note beaucoup de choses. Et la chance qu'on a quand on est patron de la vente externe chez un promoteur, c'est qu'on va pouvoir voir des méthodes de vente d'un indépendant qui est tout seul, qui ne travaille qu'en recommandation, jusqu'à un réseau structuré à 1000 ou 1500 conseillers qui travaillent exclusivement en lead télémarketing. Donc finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ensemble des objections, on va pouvoir les mettre dans l'ordre et c'est ça qu'on va voir ce matin pendant 1h30, 2 heures. On appuiera notre exemple par un produit bien spécifique, mais l'idée, ça va être vraiment de partir du départ, de comment on fait pour présenter du meublé, comment on fait pour lever toutes les objections. À la fin, il n'en restera qu'une. Normalement, vous devriez me poser la question, mais c'est fait exprès, c'est pour tendre un petit peu la perche. Et voilà comment on va avancer. Le loueur meublé, l'épargne, l'investissement, tous ces sujets-là, bon, c'est très bien, c'est factuel, mais pourquoi est-ce qu'il faut mettre de l'argent de côté? En premier lieu, on va chercher à convaincre. Sur ce tableau-là, vous allez retrouver, ça vient des Échos, hein, tout simplement,
Quelques exemples de salaire net fin de carrière. Si je prends l'exemple d'un salarié qui gagne 57 600 € en fin de carrière, c'est-à-dire 4 800 € au dernier salaire, eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est la ligne taux de remplacement. Sa retraite va être plus ou moins divisée par 2. C'est purement factuel. Alors, on peut aller voir le client et lui demander, monsieur le client, est-ce que si on divise votre retraite par 2, ça vous convient? Bon, dans 10% des cas, on va vous dire oui, parce que les enfants vont être partis, parce que les revenus auront baissé, on paiera moins d'impôts, parce que le crédit de la maison sera payé. Bon, ok, mais dans 90% des cas, si je vous pose frontalement la question et que je vous dis votre salaire, je le prends, je le divise par 2, ça vous convient? Oui, non. Généralement, vous allez me dire plutôt non. Si je prends l'exemple d'un travailleur indépendant qui va gagner 115 000 € par an, c'est-à-dire environ 9 000 € par mois, cette fois-ci, son taux de remplacement sera de 30%, c'est-à-dire que pour 9 000 €, il récupérera 3 000 €. Donc concrètement, monsieur le client, monsieur le CGP, la question n'est pas vraiment de savoir s'il faut mettre de l'argent de côté. La question, elle est de savoir sur quoi vous allez mettre de l'argent de côté. Parce que si vous ne mettez pas de l'argent de côté, eh bien, vous serez vraisemblablement pour 80% des Français des retraités pauvres. Et ça, c'est dû à notre système de retraite, qui est un système de retraite par répartition, qui fonctionne très bien quand le taux de natalité est très élevé. Or, aujourd'hui, il est autour de 1,9, on se renouvelle à peine. Donc, on n'a pas... Le sujet de la retraite est loin d'être terminé. Bon, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Royaume-Uni. C'est vrai qu'on a une forte appétence sur le marché de l'immobilier. Mais regardons ce qui existe, si vous le voulez bien, comme produit sur le marché de l'immobilier. L'immobilier traditionnel, la base, j'achète un appartement, je le loue à un particulier, je signe un bail d'habitation. Bon, ok, quelque chose de classique. Je peux aussi acheter le pied de l'immeuble, ce sera un local commercial, la boulangerie, le bureau de tabac, et je vais le louer à un commerçant ou une entreprise, on signera un bail commercial. Le gros intérêt de ça, c'est que je vais le louer à une entreprise qui a un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat. Le gros inconvénient de ça, c'est que je vais louer à une entreprise qui a un bilan, un chiffre d'affaires, un résultat. Et très vite, on comprend que quand ça va bien, mais que quand ça va mal, ça peut être compliqué. L'immobilier professionnel est un superbe outil de gestion de patrimoine, mais c'est surtout un outil de diversification. Or, dans 80% des cas, on va quand même aller travailler avec des investisseurs qui sont, si ce n'est des primo-investisseurs, des gens qui ont peut-être de 1 à 3 maximum. Donc, clairement, oui, pourquoi pas, mais dans la diversification. La SCPI, le fonds d'investissement à dominante immobilière, bon, c'est quoi une SCPI? C'est une SCI avec plein de gens qu'on ne connaît pas et à l'intérieur, il y a plein de trucs qu'on ne connaît pas dedans. C'est super parce que ça permet de mettre un pied dans l'immobilier. Disons qu'on a 50 000 € de capacité de financement. On ne va pas acheter un appartement avec ces 50 000 €. Eh bien, on peut acheter de la pierre papier, on peut acheter de la SCPI. On pourrait citer dans l'immobilier traditionnel l'immobilier de rapport. L'immobilier de rapport, vous allez acheter un appartement qui n'est pas cher du tout, mais dont le loyer est très élevé. Dans 20 ans, le prix de l'appartement sera toujours le même. Vous allez en banlieue de Perpignan, vous allez dans une cité du centre d'une grande ville, etc. Pourquoi pas? On pourrait citer l'immobilier spéculatif. Vous achetez à l'inverse dans un emplacement premium, le rendement sera très faible. En revanche, vous avez un espoir d'augmentation de la valorisation du prix. On pourrait citer La Rochelle, on pourrait citer Biarritz ou le centre de Paris. Enfin, l'immobilier dit défiscalisant, notre matière, à nous, gestionnaires de patrimoine, à nous, professionnels du neuf. Ça peut être le produit à réduction d'impôt comme la Pinel, ça peut être des produits plus spécifiques comme peuvent l'être le monument historique, le Malraux, ça peut être des produits à déduction comme le bénéfice industriel et commercial et donc le LMNP que nous allons développer ce matin. Nous allons raconter cette histoire au client, il est ravi, il a tout compris, vous partez de chez lui et puis finalement il se retourne vers sa femme et il dit « Qu'est-ce qu'on fait chérie ?» Eh bien, qu'est-ce qu'on fait chérie? On n'a pas compris grand-chose. Bon, attends, on va quand même aller regarder ce qui se passe si vous le voulez bien sur le Bon Coin. Et c'est un réflexe qui est tout à fait naturel et qu'auront à peu près chaque client. On va sur le Bon Coin, on va dire que notre client, il a plutôt fait attention et il a été à la banque et donc il connaît sa capacité de financement. Il a à peu près 260 000 € de capacité de financement, ce qui fait 245 000 € de capacité d'achat immobilier. Pour 245 000 €, par exemple, on peut acheter un T2 à Fontenay-aux-Roses, c'est dans le 92, qui fait 44 mètres carrés. Cet appartement, on pourra le louer pour 900 € de 44 mètres carrés. Alors évidemment, à gauche et à droite, ce ne sont pas les mêmes. Hein. L'idée, c'est d'avoir des éléments de comparaison et
Première erreur à ne pas faire. Ne pas se dire, bon, ben, la renta, c'est top, c'est 900, que multiplie 12 pour l'avoir à l'année, que divise 245 000. On aurait oublié les charges, par exemple, et puis ça pourrait fonctionner si on était sur un paiement cash. Pourquoi pas? Or, dans 90% des cas, on va faire appel au crédit. Et donc, ce qu'il va falloir faire, c'est regarder les tenants, les aboutissants, les entrées et les sorties. C'est un bilan que l'on doit faire et non pas de regarder une rentabilité brute. C'est ce que je vous propose de faire ce matin. Cet appartement, on l'achète donc 245 000 € et on va y ajouter le montant des frais notaires. Je vous propose de regarder ce qui se passe la première année, la 10e année et au bout de 20 ans. On aura considéré une période d'épargne pendant 20 ans avec un crédit sur 20 ans, une période de rente supérieure à 20 ans. Première année, je rentre un loyer de 817 € hors charge et je vais payer une mensualité de 1232 € et je vais faire un point stop ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que dans potentiellement un client, un investisseur sur deux, qui n'a pas une très bonne éducation financière, qui ne connaît pas très bien, eh bien, son calcul pourra s'arrêter là et il pourra très bien venir vous objecter d'avoir trouvé un appartement miracle qui lui coûte 400 € par mois. 800 moins 1232. Ouais, c'est du comportement de consommateur et ça, c'est important de l'avoir particulièrement en tête. Mais il va falloir rajouter 2-3 éléments. Il va falloir rajouter l'élément de l'assurance décès. Et là aussi, faisons un point stop. Trop souvent, l'assurance décès va être présentée comme une charge. Oui, mais quand vous faites de l'immobilier, qu'il soit ancien, qu'il soit neuf, eh bien, on fait aussi de la prévoyance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 55 € par mois, il peut nous arriver n'importe quoi dès la signature de l'acte chez le notaire, d'ailleurs dès la signature de l'acceptation de l'offre à la banque, et on couvre nos ayants droit pour quelques 260 000 € net de charge. S'il fallait économiser 55 € par mois pour obtenir 260 000 € sur une assurance vie, il faudrait économiser pendant quelques 4 000 mensualités, un peu plus de 300 ans. Ça prend un peu de temps, c'est pas sûr qu'on y arrive. On paiera des charges, on paiera de la gestion, on paiera une taxe foncière. Et puis on va payer des travaux. Les travaux, quoi qu'il arrive, les 10 000 € à crédit, on a considéré à crédit, vous êtes sûr d'y passer. On a la loi énergie et climat qui va imposer, et vous le savez bien, de ne plus pouvoir louer à des appartements qui sont des passoires thermiques. Et là, on va découvrir aujourd'hui, en concurrence avec l'ancien, parce que l'ancien est mon concurrent, quel est le coût réel d'une rénovation. Le coût réel d'une rénovation, pour un coup de peinture, un coup de frais, quelque chose de facile, on va être autour de 500 € du mètre carré. Si vous touchez à l'électricité ou à la plomberie, vous allez être rapidement à 1 000 € du mètre carré. À 1 500, on est sur quelque chose de bonne qualité. À 2 000 €, on attaque sur le haut de gamme. Évidemment, ça pourrait être sans fin. Pour autant, je choisis de mettre arbitrairement 10 000 € à crédit. Pourquoi? Parce qu'il faut donner quelque chose qui soit acceptable pour notre investisseur dans son raisonnement. Conclusion? Eh bien, conclusion, là où mon investisseur s'imaginait quelques 400 € d'effort d'épargne, en réalité, nous aurons besoin de 783 € pour acquérir ce logement. Au bout de 10 ans, les loyers ont augmenté. Le crédit, lui, est resté fixe. Et ça, c'est une chance incroyable que nous avons en France. Nous sommes par ailleurs les derniers des Mohicans sur ce sujet-là. Nous sommes le dernier pays en Europe à travailler sur du taux fixe. C'est excessivement risqué pour les banques. Certes, elles ont leur spread, certes, mais elles vous prêtent l'argent d'aujourd'hui, au coût de l'argent d'aujourd'hui, et vous allez la rembourser sur les 20-25 prochaines années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès lors qu'on va entrer dans une phase haussière de taux, et ça peut arriver très rapidement, eh bien on peut tout à fait imaginer que le système bancaire français évolue pour offrir du taux variable comme le font tous nos voisins européens, parce que le taux fixe est beaucoup trop risqué pour elles. Et ça, c'est un effet d'aubaine fort. C'est un effet d'aubaine qu'il faut expliquer, qu'il faut dire à nos clients d'acheter maintenant, pas demain, parce que le taux fixe, non seulement les taux sont bas, mais surtout ils sont fixes et ça ne va pas forcément durer comme les impôts. On va payer un certain nombre de charges, la taxe foncière, toujours les travaux. Conclusion, les charges étant restées fixes, les loyers ayant augmenté, l'effort d'épargne diminue dans le temps. Enfin, au bout de 20 ans, j'ai un loyer, je paye taxe foncière, charge, et l'appartement me permet d'avoir une rente de 671 €. Quand nous en sommes à ce stade-là, nous avons touché 80% des investisseurs. 20% sauront vous dire « Oui, mais monsieur le conseiller, est-ce que vous n'avez pas oublié la fiscalité ?» Et oui, bien sûr, au-delà de cet élément-là, il va falloir ajouter les éléments de fiscalité. Imaginons, nous sommes sur une 2044, nous sommes en train de faire les papiers. La première année, je rentre mon loyer et je vais avoir le droit de déduire un certain nombre de choses, des intérêts d'emprunt,
l'assurance décès, les charges, la gestion, la taxe foncière, l'ensemble me donnant un sous-total. Ce sous-total est imposable. Ce sous-total est imposable à la CSG 17,20 et à la tranche marginale d'imposition. Nous avons choisi ici arbitrairement une tranche marginale à 30%. Conclusion, l'effort d'épargne nécessaire pour acquérir ce logement est de 900 € quand un client sur deux s'imaginait qu'il pourrait l'acquérir à 400 €. Et c'est tout à fait naturel. Très souvent, on se dit, bon, c'est le loyer, moins la mensualité, tout le reste, c'est des bricoles, il faut bien les payer, mais ça ne va pas chercher bien loin. Si ça va chercher loin, ça double complètement votre effort d'épargne. Au bout de 10 ans, on pensait avoir un effort qui diminuait dans le temps, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les intérêts d'emprunt, les taux sont très bas, ont été très largement consommés. Conclusion, le sous-total imposable a augmenté drastiquement, mon imposition a augmenté, du coup, l'effort d'épargne a augmenté dans le temps. Enfin, au bout de 20 ans, j'ai tout payé, je vais avoir ma rente. J'imaginais une rente de 671 €. Je vais devoir payer de la fiscalité. Au final, je serai à 355 €. Juste un point, Jean-Sébastien, sur les intérêts d'emprunt, parce que tu l'as dit rapidement, mais faut que vous ayez bien en tête que les intérêts d'emprunt sont déductibles des loyers. Et donc, si vous avez beaucoup d'intérêts d'emprunt, ça diminue la base imposable de loyer qui va être soumise à la CSG et aux tranches marginales d'imposition. Donc, plus vous payez d'intérêts d'emprunt, moins vous payerez de taxes sur vos loyers. C'est pour ça que à mesure que le temps se passe et que votre prêt se rembourse, vous payez moins d'emprunts et donc vous payez votre base de loyer imposable avec un loyer en plus qui augmente aussi. Donc vous allez avoir payé plus d'impôts sur vos loyers. Eh bien, je vais vous proposer une alternative qui va être du loueur meublé non professionnel. Alors, on serait en présentiel, je vous en demanderai la définition. La définition… Alors juste, attends, si tu veux bien, pour permettre à Alexandre de suivre, il voudrait revoir la slide qui précède. Alexandre, en fait, là, c'est une première étape de toute façon dans la présentation. L'idée, c'est de faire ces calculs rapidement, mais on va y revenir après, hein, de toute façon. L'objectif, c'est d'avoir une première vision sur l'immobilier ancien, je dirais, pour pouvoir le comparer au LMNP. Il voulait encore une slide avant, je crois. Une slide encore avant. Ouais. Mais on y reviendra plus tard, hein, de toute façon. Donc, je te laisse continuer, Jean-Sébastien. Bon, je vous propose de parler en alternative de loueur meublé non professionnel. Si j'en demande à des professionnels précisément la définition, beaucoup sont bien en peine de me la donner. Il y a une raison assez simple à ça, c'est que jusqu'à il y a peu, le LMNP était défini par la jurisprudence. Et ça, c'est hyper compliqué quand on a des éléments qui sont définis par la jurisprudence parce qu'il n'y a rien qui est clair, il n'y a rien qui est précis. Et on a souhaité avancer avec la loi Allure en 2014 où on a donné cette définition de ce qu'est un LMNP. C'est un logement décent, équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisant pour permettre aux locataires d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. Je découpe la phrase de cette manière-là parce que chaque mot a un sens, chaque mot est important. C'est un logement décent. Décent, ça veut dire, si j'ai des Parisiens dans l'assistance, les logements de marchands de sommeil, on n'a pas le droit de faire ça. Qui doit être équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisante. C'est-à-dire qu'il doit y en avoir suffisamment, mais il doit être aussi suffisamment récent pour être utilisable. On doit pouvoir dormir, manger et vivre convenablement. Convenablement, c'est le deuxième rappel à la notion de décence du logement au regard des exigences de la vie courante. Alors, la vie courante, c'est mon petit argument préféré parce que la vie courante, ça veut dire que cette définition, elle va bouger dans le temps. Ce qu'on a décidé aujourd'hui n'est pas forcément vrai hier et demain, pardon. Je m'explique. Est-ce qu'il faut une ligne de téléphone? Est-ce qu'il faut une prise de téléphone? Oui, non. Je ne sais pas. Aujourd'hui, tout le monde a un téléphone portable. Est-ce qu'il faut un accès au Wi-Fi? Oui, non. Et généralement, nous avons quelques débats autour de cette slide. Pourquoi? Parce que si la définition aura précisé les éléments, il lui en manquera encore un certain nombre de points. Et c'est pour cette raison qu'en 2015, un an plus tard, on a publié une liste de ce mobilier par décret. Quel est-il donc ce mobilier? Il devra comprendre une literie avec une couette ou une couverture. On a le droit de dormir sans avoir froid. Un dispositif d'occultation des fenêtres,
Mais attention, ça n'est obligatoire que dans les chambres à coucher. Une plaque de cuisson, un four ou un four micro-ondes, un réfrigérateur qui va comporter au minimum un fraiseur. On a quand même le droit de boire son Ricard avec des glaçons. La vaisselle nécessaire à la prise de repas, l'ustensile de cuisine, table et siège, étagère de rangement, luminaire ou encore matériel d'entretien. Voilà, c'est ça du LMNP. Ça n'est pas une résidence de service, ça n'est pas une résidence étudiante. Une résidence étudiante est éligible au LMNP, mais un loueur meublé non professionnel, c'est un appartement avec des meubles. La liste est précisée dans lequel on peut vivre, dormir, manger convenablement au regard des exigences de la vie courante. Pour louer cet appartement, il faudra signer un contrat de location, quelques particularités, une date de début, une date de fin. Quand on sera dans le cadre d'une résidence de service, l'objet du locataire y sera inscrit et la liste du mobilier sera précisée. Ok, eh bien, commençons par le commencement. Parlons un petit peu de juridique et de fiscal. Comme souvent en droit, le loueur meublé non professionnel, tout est dans le texte, il est non professionnel, donc il n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Pour autant, certains vous diront, oui, mais on m'a demandé un cabis pour avoir un numéro. Oui, c'est vrai, vous avez un numéro de sirène lié à votre inscription au greffe du tribunal. Ceci étant dit, ça n'a rien à voir avec le RCS. Les résultats, eux, seront taxés aux bénéfices industriels et commerciaux, soit le régime réel, soit le régime simplifié. En réalité, le régime réel intervient à partir de 238 000 € de revenus BIC. Autant vous dire que c'est quand même pas pour tout de suite. Donc, nous concernant, on travaillera sur le régime simplifié. S'agissant des sociétés, beaucoup de nos clients ont des SCI, la famille dedans, et ils vont vous dire, OK, est-ce que je peux acheter mon logement à la SCI? Premier commentaire. Le LMNP est un bénéfice industriel et commercial. La SCI, une société civile. Ils sont par définition incompatibles. Mais pourquoi pas? Vous avez une SCI à l'IR, vous insistez et vous voulez quand même l'acheter. Bon, premier point, si vous achetez un LMNP via votre SCI à l'IR, ça aura pour effet immédiat de faire basculer la SCI à l'IR vers une SCI à l'IS. Dès lors, avantage, inconvénient. L'avantage de la SCI à l'IS, peu importe le logement, c'est que vous allez amortir le logement que vous avez acheté pour ne pas payer d'impôt sur les loyers. L'intérêt du LMNP, que vous l'achetiez en droit commun ou n'importe comment, c'est que vous allez amortir l'immobilier pour ne pas payer d'impôt sur les loyers. Donc, vous vous retrouvez avec le même avantage. Dans le cadre d'une SCI à l'IS, vous êtes sur du professionnel, vous êtes donc taxé sur les plus-values du professionnel. Dans le cadre du LMNP, vous êtes taxé sur les plus-values du particulier. Alors, ça veut dire quoi? LMNP, j'achète 100, je revends 100. 100 moins 100 égale 0, je ne paye pas de fiscalité. SCI à l'IS, j'achète 100, je revends 100, mais j'ai amorti pour 50. Conclusion, je suis imposé sur une base à 50. Donc au final, c'est un conseil qui est pas loin du défaut de conseil, parce que ça veut dire que vous créez un inconvénient là où vous n'en aviez pas. En gestion de patrimoine, il conviendra de faire simple la majorité du temps. On est sur un produit qui est autour de 100 000 €. Je vous rappelle que vous avez le droit de faire des donations à vos enfants à hauteur de 100 000 € par enfant, par parent et par tranche de 15 ans. Donc, à moins d'avoir un patrimoine excessivement conséquent et d'avoir une logique successorale liée à ce patrimoine conséquent, on essaiera de faire des choses simples, des choses compréhensibles. Bref, plus c'est simple, plus c'est simple. S'agissant de la SARL de famille, ce sera l'outil approprié pour l'achat en société et en famille. Il y a aussi cet avantage qui est un petit peu compliqué. Il faudra trouver le partenaire notaire qui sait le faire. Il faudra trouver la banque qui sait le financer. Vous irez voir un conseiller particulier qui vous enverra vers un conseiller professionnel en vous disant que c'est une SARL. Ce dernier vous proposera un prêt sur 7 ans. Vous direz que c'est du particulier, donc que vous voulez un prêt sur 20 ans. Il vous renverra vers le conseiller particulier. Bref, on tourne en rond et ça peut durer très rapidement 1 an. Pour l'avoir fait, pour l'avoir réalisé, je vous garantis qu'en tant que professionnel de l'immobilier, vous n'avez aucune envie de savoir ce qu'est un montage pour un client sur une SARL de famille. Quant à l'intérêt premier du client, je me répète, si vous êtes face à un client qui a 3 à 4 millions d'euros de patrimoine et 3 à 4 enfants, effectivement, ça se justifie pleinement. Si vous êtes dans le cas qui nous correspond majoritairement, monsieur, madame, un enfant, 2 enfants, un achat ou 2 immobiliers d'investissement maximum, le droit commun répondra parfaitement à la demande. Pour les régimes comptables, je l'ai dit donc, le régime simplifié avec des recettes inférieures à 238 000 €, on en parlera tout à l'heure. Le micro-BIC, c'est l'équivalent du micro-foncier appliqué au BIC. Ça veut dire quoi? Vous déclarez 100,
vous êtes imposé sur 50. Vous déclarez ça, on considère qu'il y a 50 de charges, reste 50, vous êtes imposé sur 50. C'est compatible avec le régime de TVA depuis 2018, donc vous pouvez faire l'un ou l'autre. Bon, pas d'intérêt de faire du micro-BIC pour une simple et bonne raison, c'est que le micro-BIC vous permet de diminuer votre niveau d'imposition, le régime réel vous permet, lui, de ne pas être imposé du tout. Donc, on va commencer par le régime réel et puis on basculera vers le micro-BIC quand on aura terminé nos amortissements. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet parce que vous aurez cette discussion avec vos clients et je vous encourage à la voir s'ils ne vous posent pas la question, sinon ils auront la question tout seuls. En premier lieu, acheter un meublé, c'est aussi la possibilité d'acheter un appartement, de mettre des meubles dedans et de le gérer soi-même, le propriétaire et donc l'exploitant. Le premier avantage de ce point-là, c'est la rentabilité. Ne nous battons jamais en clientèle sur cette notion de rentabilité parce que quand on enlève un intermédiaire, bien évidemment, c'est plus rentable. Et donc, c'est plus rentable d'acheter son meublé et de se le gérer soi-même. Il n'y a pas de sujet là-dessus. En revanche, ce qu'il va falloir faire, comme à notre habitude, c'est de regarder l'ensemble des avantages et de regarder l'ensemble des inconvénients. Aucun système n'est 100% parfait. Si c'était le cas, eh bien, on ne ferait que ça. Le premier point, c'est que la réglementation est très stricte. Oui, elle est stricte, on a vu la définition, on a vu la liste du mobilier et surtout elle est mouvante. Ça veut dire que quand vous voulez faire votre meublé et vous le gérez vous-même, il va falloir procéder à une veille juridique. Or, qui sont vos investisseurs? Il a 30 ans, il débute dans la vie, il bosse beaucoup, il y a un gamin, il n'a pas envie de s'embêter. Il a 40 ans, il est cadre supérieur. Idem, il a d'autres chats à fouetter. Il a 60 ans, il revend la pharmacie, il veut une retraite bien méritée. Tout le monde n'a pas envie d'aller se coller à vérifier que tout fonctionne bien et tout ce qu'on peut avoir comme impact. S'agissant du turnover, il sera évidemment important. On comprendra aisément que quand on loue un meublé, un T1 en meublé, le turnover sera plus important que quand on loue une villa T5 de 200 mètres carrés. Le préavis sera d'1 mois pour le locataire et sera de 3 mois pour le propriétaire. C'est-à-dire que vous voulez sortir votre locataire, vous en avez pour 3 mois, lui, il veut partir, il part du jour au lendemain quasiment. Alors, ça veut dire quoi qu'il part du jour au lendemain? Ça veut dire qu'en 1 mois, pour ne pas perdre de loyer, vous devez avoir engagé le préavis, avoir fait un état des lieux de sortie, qu'il soit parti, faire les menus travaux qu'il peut y avoir à faire, poser une annonce, récupérer les candidats, qu'ils soient éligibles et qu'ils soient OK pour intégrer quand vous, ça vous arrange. Parce que c'est pas parce que vous attendez que le locataire potentiel intègre le 1er juin qu'il va pas vous dire, moi je vous prends, mais je vous prends à partir de septembre. On est sur un bail précaire, c'est un bail précaire de 12 mois. Il sera renouvelé par tacite reconduction. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 2-3 ans, vous perdrez forcément 1 mois ou 2 de loyer. Ça n'est pas grave en soi, il faut juste penser à l'intégrer dans notre calcul. Et puis, comme je vais vous vendre une résidence étudiante, dans des zones où il y a des étudiants, votre client pourra vous dire, mais ok, vous êtes gentil, mais j'ai pas besoin de vous pour louer de l'étudiant à Montpellier, je vais m'en sortir tout seul. Attention, sur l'étudiant, le bail va être un bail précaire de 9 mois. Quand tu parles de 3 mois pour le propriétaire, c'est au bout de 1 an, il peut donner congé à son… Si tu vas signer ton bail il est de 12 mois. Mais si tu veux dégager ton locataire, tu lui envoies, tu as un préavis de 3 mois. Donc, si tu veux le sortir, tu lui dis, voilà, dans 3 mois, monsieur, vous êtes dehors. Okay. Alors ensuite, il va se passer quoi? Attention, surtout sur le cas de l'étudiant, vous êtes sur votre bail de 9 mois, mais si le logement est habité pendant moins de 8 mois, et vous n'êtes plus dans le cas de la résidence principale, vous allez basculer dans le saisonnier. Alors sur le saisonnier, pourquoi pas aussi, mais il va falloir veiller à 2-3 sujets. L'autorisation de changement d'usage de la mairie, il va falloir qu'il vous soit accordé. C'est une autorisation qui sera triennale. On peut vous la donner, on peut vous l'enlever. Il peut se passer plein de choses. Et là-dessus, très très attention aux zones tendues, comme peuvent l'être la région parisienne. On en a tous parlé avec le lobby hôtelier, mais on pourrait penser à des villes plus petites comme Biarritz, qui fait face à un vrai sujet, avec l'accroissement du nombre de logements loués en saisonnier. Mais il se retrouve avec moins de résidences principales. Moins de résidences principales, ça veut dire perdre des classes scolaires, des écoles, tout simplement, et ça les embête très très fortement. Il va falloir respecter votre règlement de copropriété. Si en page 76 du règlement de copropriété, juste au tout milieu, tout va bien, et il y a juste écrit le mot appartement bourgeois, c'est fini. Appartement bourgeois, vous n'avez pas le droit de faire de saisonnier. Dans le cadre de la sous-location, de respecter le nombre de jours maximum par an qui sera de 120 jours, idem sur ce genre de ville. Alors, la règle n'existe pas pour le locatif pur,
mais malgré tout, il faudra quand même veiller à le respecter parce qu'un jour ou l'autre, ça rentrera en ligne de compte exactement comme c'est le cas pour la partie résidence principale. Une question, Mathieu? Non, c'est bon. Il y a Gwen qui se demandait si il y avait un préavis qui pouvait être d'un seul mois dans les villes en tension. Et François qui lui a répondu que pour les locataires, oui, mais pas pour les propriétaires. Le propriétaire, on va toujours protéger le consommateur. En droit de la consommation, c'est pas compliqué, ce sera toujours avantage au consommateur. Voilà pour la partie immobilier dans l'ancien. J'achète l'appart, je me le gère tout seul. Donc, ce slide-là est très important parce qu'il faut provoquer la discussion avec votre client parce que si vous ne la provoquez pas, il l'aura toute seule. Ne pas se battre sur la rentabilité, c'est certain, mais de regarder bien l'ensemble des avantages et des inconvénients. Et est-ce qu'on a envie de s'occuper de tous ces inconvénients? Je ne dis pas que ça ne se fait pas, ça se fait très bien. Il y a plein de gens qui le font. Mais enfin, il faut en avoir envie et il faut se tenir au jus des évolutions de la législation. Le LMNP en vente en l'état futur d'achèvement. Autrement dit, ce qu'on fait nous, promoteurs. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, premier point, la notion de régime de TVA. Vous allez acheter en TTC. Hein, quoi qu'il arrive, on est en France, on achète en TTC. Pour autant, vous allez récupérer la TVA quand l'administration fiscale le voudra bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous achetez votre logement 100 000 et puis dans 6 mois, vous vous retrouvez avec 20 000 € qui arrivent sur le compte. Attention, cette TVA ne vous appartient pas. En tout cas, elle ne vous appartient pas encore. Vous en serez propriétaire de cette TVA au 20e. Ça veut dire quoi? Première année, un 20e, deuxième année, 2 20e, 10e année, 10 20e. De telle sorte que si vous revendez votre logement après 10 ans, eh bien, vous êtes redevable à l'État de 10 20e de la TVA. Ceci à un détail près, si l'acquéreur, le secondo investisseur qui vous achète ce logement, l'achète et reprend le bail, eh bien, dans ce cadre-là, on va considérer la TVA réputée acquise et vous exonérez des indemnités d'éviction de l'exploitant. Donc, c'est l'esprit, la lettre. J'ai envie de dire, dans les textes, vous n'en êtes pas propriétaire, mais dans la réalité, qui va vous racheter au bout de 10 ans une piole étudiante? Certainement pas un quinquagénaire qui va en faire sa résidence principale. Ce sera forcément un investisseur et donc forcément, vous respecterez cette règle. Donc, cette TVA, elle va être récupérée, mais rapidement, on se rend compte qu'il y a des limites. Je veux dire, soit vous allez acheter cash, soit vous allez acheter à crédit. Il n'y a pas trop d'autres solutions. Si vous achetez cash, vous allez démobiliser 100 000 € de votre assurance vie, et puis vous allez vous retrouver dans 6 mois avec 20 000 € dont vous ne savez pas quoi faire, donc vous allez les réintégrer, payer des droits d'entrée, etc., etc. Si vous êtes à crédit, la banque se fiche éperdument de savoir si vous allez récupérer la TVA ou pas. Vous empruntez 100, elle calcule votre endettement sur 100, alors que vous allez avoir besoin que de 80. Et ça coûte rapidement 5-6% de taux d'endettement. Et je pense qu'en ces temps de difficulté d'octroi de crédit, toute chose qui peut favoriser l'octroi du crédit est une chose qui est bonne à prendre. Et c'est là qu'intervient le portage de la TVA, et c'est un avantage concurrentiel, en tout cas chez LP Promotion sur l'ensemble de nos produits, c'est qu'on propose de porter la TVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logement vaut 100 000 en TTC, eh bien, on vous propose de ne décaisser que 80 000. Il faut le voir comme une facilité de caisse, tout simplement. On signera un bail commercial. On signera un bail commercial qui ira d'une durée de 9 à 12 ans. Ce n'est pas moi qui fixe les règles, c'est comme ça. On trouvera sur le marché quelques baux supérieurs à 12 ans. C'est vrai, mais c'est des baux qui sont hyper compliqués parce qu'on va rentrer dans la notion de bail hypothécaire. Mais bon, en réalité, on va sur un bail qui sera plutôt, dans 80% des cas, de 9 ou 90, de 9 à 12 ans. Un bail de 9 ans étant par définition un bail 3-6-9. Dans ce cadre-là, l'exploitant va être le locataire. Donc, c'est un peu la bonne façon de le voir. Souvent, on nous pose la question, oui, mais si mon fils veut aller étudier dedans, est-ce qu'il pourra? Bon, on essaiera de se débrouiller, mais la réalité, c'est que vous avez déjà un locataire. Ce locataire, c'est l'exploitant. Et il y aura une clause de sous-location dans le bail qui lui permettra derrière d'aller louer, lui, à l'étudiant. Globalement, il existe 4 grandes familles de ce type de produits. Les résidences pour seniors, les résidences tourisme, les résidences affaires, les résidences étudiantes. Et souvent, je pose la question, mais quel est le meilleur? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire que de l'EHPAD? Est-ce que le tourisme, c'est bien? Et j'ai généralement aussi des débats passionnés là-dessus. L'EHPAD, c'est trop bien. Le tourisme, il ne faut surtout pas en faire. Bon, premier commentaire, c'est que ces 4 systèmes continuent de coexister. S'ils coexistent, c'est qu'ils ont du sens. Sinon, le marché les aurait annulés. Prenons un exemple très simple. La France a inventé un des meilleurs systèmes de communication de notre histoire, c'était le Minitel.
Et je le dis sans aucune ironie. Le Minitel a disparu le jour où Internet est arrivé. Quand un produit est défectueux sur un marché, il se fait sortir, bêtement et simplement. Les quatre continuent à coexister, c'est qu'ils ont du sens. Et nous, notre métier en tant que professionnel de l'immobilier ou de la gestion de patrimoine, notre métier, c'est d'en connaître les tenants et aboutissants, d'être capable de donner la thèse, l'antithèse et la synthèse. Et c'est ça que je vous propose maintenant. La France est la première destination mondiale pour les touristes étrangers. Ça correspond à 89 millions de touristes en 2017. C'est une stat qui est un peu coquine parce que notre ami allemand qui va traverser la France pour aller passer ses vacances en Espagne sera comptabilisé comme un touriste. Donc, on va préférer aller regarder la notion de collecte de recettes. Et la France est le troisième collecteur de recettes derrière les États-Unis et l'Espagne, justement. Ça crée beaucoup d'emplois. Ça crée près de 2 millions d'emplois, pour partie des emplois directs, pour partie des emplois indirects. Bon, il y a un énorme potentiel sur l'accroissement du nombre de visiteurs lointains. C'est qui les visiteurs lointains? C'est nos amis chinois. Voulez vous en convaincre? Allez faire un tour devant le printemps, boulevard Haussmann à Paris. Vous y verrez des bus entiers de Chinois qui achètent des sacs Hermès comme nous faisons les courses à Leclerc. Allons dans les Alpes. Nous ne trouverons pas un restaurant où la carte du menu n'est pas traduite en russe. Nos amis indiens, on ne les voit pas trop, eux, pas encore. Pas encore, mais vu le volume de la population, on peut sans nul doute imaginer qu'on aura cette population qui viendra nous voir. On peut penser aux Brésiliens, on peut penser à tout un tas de monde. Donc oui, il y a un potentiel de développement qui est incroyable. L'Organisation mondiale du tourisme attendait 106 millions de touristes internationaux en France. On peut imaginer qu'en 2020, ça a été finalement un petit peu moins, mais en tout cas, c'est la tendance. Le premier point, ça va être d'aller regarder... parce qu'il y a eu des sujets sur les résidences de tourisme, clairement, pour ceux qui auraient fait la ZRR par le passé. C'était quoi la ZRR? C'est vous vendez une résidence de tourisme à la montagne. Vous n'étiez pas au pied des pistes, vous n'étiez pas dans le village au pied des pistes, vous étiez plutôt dans le village à côté du village lui-même au pied des pistes. Donc l'élément fondamental à aller regarder, ça sera évidemment l'emplacement. Une fois qu'on s'est dit ça, le tourisme, c'est quoi? Eh bien, le tourisme, c'est très compliqué parce que c'est une gestion à la nuitée. Tous les jours, il faut remplir. Et il faut remplir avec des marges qui sont des micro-marges. Et on va se retrouver à devoir travailler avec des opérateurs qui vont aller bouffer encore plus, picorer encore un petit peu plus la marge. Je pense à des opérateurs comme Booking. Et le fait d'être avec un opérateur comme Booking, ça veut dire que votre gîte qui est dans le Larzac, vous allez vous retrouver en concurrence avec une ferme en Croatie. La concurrence devient mondiale. Et puis, qu'en est-il de la météo? Beaucoup d'aléas en dehors de notre propre bonne gestion. S'il y a trop de neige, la station ferme. S'il n'y a pas assez de neige, la station ferme. S'il pleut pendant les vacances, la résidence de tourisme va voir sa fréquentation baisser. Il y a donc énormément d'aléas sur ce type de produit et des aléas qu'on ne peut pas maîtriser. Et pour cette raison, nous, en tout cas, LP Promotion et sa filiale Privilège, filiale d'exploitation, avons décidé de ne pas travailler sur le tourisme. L'EHPAD, 2 millions de Français auront plus de 85 ans en 2020. Ça fait une augmentation de 60% par rapport à 2007. L'espérance de vie est de 79 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. En 2060, la population des plus de 75 ans aura doublé et d'ici 2025, le nombre de personnes âgées dépendantes va croître de 25%. À cela, on peut ajouter que le taux d'occupation moyen d'un EHPAD, c'est 98%, qu'on va y trouver assez rapidement des rendements à 4,20, 4,30. Donc non, on ne va pas nous filer un prix Nobel pour vendre clairement une EHPAD. Et oui, ça a du sens de vendre de l'EHPAD. Maintenant, une EHPAD, c'est quoi? Une EHPAD, c'est une piole de 9 mètres carrés avec des tubes en plastique et qui vaut 300 000 balles et qui est dans le Vercors. C'est un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes. Hospitalier, ça veut dire agrément, ça veut dire normes, et ces normes peuvent aussi évoluer. Que se passe-t-il le jour où le tube en plastique qui apporte l'oxygène devient cancérigène, on décide qu'il est cancérigène? C'est déjà arrivé dans l'histoire de l'immobilier d'avoir un matériau usuel qui devient interdit. On pourrait citer l'amiante, entre autres. Je vous garantis que ce n'est pas l'exploitant qui paiera, ce sera forcément l'investisseur, même si certains baux tendent à préciser le contraire. Je rappelle ici que là, on n'a plus le droit de prendre en charge un article 606 dans un bail commercial. C'est un agrément qu'on peut avoir, qu'on peut perdre, qu'on peut gagner. D'ailleurs, on a eu un très beau article, très beau reportage d'Envoyé spécial il y a 1 an et demi sur le sujet, avec des conditions déplorables. Pourquoi? Parce que malgré le prix
cet EHPAD, eh bien, il y a une rentabilité qui est partagée entre l'investisseur et l'exploitant, et on donne peut-être un peu trop de rentabilité à l'investisseur, de telle sorte que le produit n'est pas rentable à l'exploitation, et c'est quand même aussi un vrai sujet. Quid de la transformation du logement? C'est une chambre, il y a un tube en plastique, c'est un lit d'hôpital. Si demain ça ne se passe pas bien, comment on fait en termes de transformation? On est complètement décorrélé du prix de l'immobilier. Alors, je ne dis pas que l'EHPAD, c'est pas bien. Je dis qu'il faut surtout intégrer le fait que quand on fait de l'EHPAD, on est sur un investissement qui est beaucoup plus proche de l'investissement en PME que de l'investissement en immobilier pur. C'est un investissement immobilier qui est très particulier. Donc oui, ça a complètement de l'intérêt, oui, ça a complètement du sens, mais attention, c'est à manier avec parcimonie et c'est pas forcément pour tout le monde. En tout cas, nous, chez LP, on a choisi de ne pas travailler sur l'EHPAD. On a choisi de travailler sur du senior, mais du senior qui va être plus jeune. On va retrouver quoi? On va trouver des produits qui sont vers la perte d'autonomie, qui sont généralement les produits éligibles à Sansi-Bouvard. On va pouvoir trouver des produits qui sont haut de gamme avec un jacuzzi, un terrain de piscine. Nous, on a choisi d'aller travailler sur une cible qui sera 60-65 ans, entrée de retraite, qui est finalement un marché de masse, mais j'aurai l'occasion d'en parler sur un autre sujet. Le marché de l'étudiant. Le marché de l'étudiant. 2 815 000 étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur en France pour la rentrée 2018. C'est une augmentation de 5% par rapport à 2017 et c'est un chiffre qui ne va cesser d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a choisi en France que la sélection ne se fait plus au niveau du baccalauréat, elle se fait au niveau du post-bac. Quand on dépasse les 90% de réussite au baccalauréat, c'est qu'il n'y a plus de sélection clairement au baccalauréat. En parallèle de ça, on a 325 000 étudiants internationaux, ce qui est en progression de 12% en 5 ans. Les 12% ne sont pas très impressionnants, on part quand même de très très bas. Ce qui est intéressant avec le chiffre de 325 000, c'est que 100% des 325 000 vont chercher un logement. Selon l'Observatoire pour la vie étudiante, 68% des étudiants quittent le domicile familial pour aller étudier, ce qui nous donne globalement une profondeur de marché sur les 2 800 000 de 1 700 000. Tous les ans, il y a environ 1 700 000 étudiants qui cherchent un logement. L'offre disponible sur le marché, elle est de 400 000. Elle ne répond qu'à 20% du besoin des étudiants. Alors, ils ne vont pas tous aller en résidence étudiante, certains vont aller en colocation, tout ce que vous voulez, je suis bien d'accord. Mais le ratio, il est clairement de 1 sur 5 en moyenne en France, et c'est une moyenne française. Ça veut dire que dès qu'on va commencer à être dans des zones tendues, eh bien, on va arriver rapidement à des ratios de 1 pour 20, 1 pour 80, enfin, on a des ratios qui sont complètement dingues. Satisfaire le besoin étudiant en France aujourd'hui, c'est vous donner un gobelet, vous demander d'aller vider la Seine. Ça va arriver, vous y allez réussir, vous allez mettre 2 ou 3 années à le faire. Une fois qu'on s'est dit ça, une fois qu'on se dit que le marché de l'étudiant peut avoir un attrait, eh bien, il va falloir aller regarder quelles sont les attentes des étudiants pour aller produire un logement qui correspond à ce qu'ils souhaitent. Premier point, ça paraît bête comme chou, mais il va falloir être proche en temps des lieux d'études et ou des lieux de vie. Eh bien, on va construire une résidence étudiante là où il y a des étudiants. Alors, ça peut être au milieu de la campagne, ça peut être au milieu de nulle part. Si vous êtes à côté de la fac, je prends un exemple concret, HEC, c'est pas très urbain, hein, Jouy-en-Josas. Si vous faites une résidence étudiante à côté, ça va fonctionner. Vous pouvez aussi être un petit peu plus éloigné de votre lieu d'études s'il y a des lieux de vie, des bars, restaurants, des choses comme ça à proximité. Il faudra de la sécurité. La loi vous impose d'avoir un accueil avec un job étudiant qui accueille des étudiants toute la journée. Ça, c'est la loi. Nous, on a choisi chez LP Promotion, chez Privilège Service, d'aller un petit peu plus loin. On va un petit peu plus loin parce que on veut avoir un responsable de site qui est sur place, qui va apporter du service et aider les étudiants dans leur quotidien et qui va surtout apporter une notion de sécurité. Alors, pourquoi cette notion de sécurité ? Parce que dans la vraie vie, on n'habite pas Paris 6, on n'habite pas Place du Capitole à Toulouse, on n'habite pas quai Chartrons à Bordeaux pour aller étudier dans la plus belle école de commerce locale. Non, on habite à Tarbes, on a passé Parcoursup et on va là où on peut et donc on va se retrouver dans la grande ville et ça fait peur. Alors, si c'est un garçon, encore, bon, on va dire que il va apprendre à se laver ses caleçons, il va faire la fête un petit peu, ça va le faire grandir, ça va aller. Maintenant, messieurs, si on parle de votre fille qui a 18 ans, où est-ce que vous la voulez? Dans un environnement libre, libéré ou dans un environnement sécurisé avec un régisseur? Et la réalité, notre constat sur le terrain au quotidien, c'est qu'on la veut dans un environnement qui est cadré.
On ne parle pas d'aller dans un internat, hein, loin de là, mais on la veut dans un environnement qui est cadré. Et soit, je ne sais pas si c'est une stat nationale, mais en tout cas chez nous, chez Privilège, 60 à 80% des occupants des résidences étudiantes sont précisément des jeunes filles. Il faudra des espaces communs qui vont être propices à une vie sociale. Quand on va dans ce type de produit, c'est qu'on ne connaît personne, donc il va falloir des lieux de vie, des lieux de co-living. On pourra penser à une salle de sport, on pourra penser à une salle commune, on pourra penser sur les résidences Top of Zero, ce que je présente tout à l'heure, il y a un rooftop. Il faudra des lieux de coworking parce qu'on va avoir des projets hein, quand on est étudiant, à rendre, à travailler avec nos petits copains. Et oui, nos copains de la résidence, ils seront avec nous puisque la fac, elle ne sera pas bien loin, forcément à peu près les mêmes formations. Donc des lieux, des espaces communs propices à une vie sociale. Le logement devra être fonctionnel, dans 20 mètres carrés, on s'en serait douté. Il faudra du mobilier, tant mieux puisqu'on ferait précisément du loueur meublé non professionnel. Eh bien, on va dire que je vous ai à peu près convaincu. On va dire qu'on a regardé pour mettre de l'argent de côté, qu'on pouvait acheter un appartement dans l'ancien. On a dit qu'on pouvait acheter un appartement dans l'ancien et faire du meublé. On a regardé les avantages et les inconvénients. On a vu qu'on pouvait le faire dans le neuf aussi. On a vu les différents types de produits. Eh bien, vous êtes devant votre ordinateur, vous cherchez une résidence, vous êtes sur Gridkey. Et qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui va faire la réussite de votre investissement, en tout cas de l'investissement que vous allez faire à votre client? Certains auront une appétence très immobilière, me diront c'est l'emplacement, d'autres une appétence très technique, me diront c'est l'exploitant. Eh bien, c'est plutôt tout à la fois. C'est plutôt tout à la fois. Imaginons ce triangle, imaginons-le physique et enlevons la moindre arête et tout se casse la gueule. C'est un emplacement, certes c'est un emplacement, mais ce n'est pas un emplacement comme un autre. Si je prends l'exemple d'une résidence Pinel, ce sera la proximité au bassin d'emploi, le revenu moyen par ménage, le taux de création d'entreprise, des éléments macroéconomiques, des éléments forts et des éléments rationnels. S'agissant d'un investissement meublé, ce sera un emplacement, mais un emplacement qui doit correspondre à un marché. C'est quoi un emplacement qui correspond à un marché? Quand je fais de l'étudiant, je dois être pas loin des étudiants. Quand je fais du senior, je dois pouvoir voir l'ensemble des commerces de proximité qui sont à pied. Et c'est ça qu'on argumentera quand on sera dans un R3. L'exploitant, je le garde juste pour après, je vais en parler. La rentabilité, c'est le plus dur à fixer pour nous. La rentabilité, pourquoi? Parce que l'appartement va dégager 100% de rendement. Ce rendement va être partagé entre l'exploitant d'une part et l'investisseur d'autre part. Si je donne toute la rentabilité à l'exploitant, je vous donne 0% de rendement pour votre investisseur, vous ne vendrez pas. Si je donne à l'inverse l'intégralité du rendement à votre investisseur, je lui donne 5, 6, 7%, l'exploitant ne gagnera pas sa vie et il plantera et il vous quittera après les 10 ans et encore s'il arrive aux 10 ans. Toute la difficulté de notre boulot, c'est précisément d'aller placer le curseur de cette rentabilité. Et vous le verrez sur l'ensemble de nos produits, priorité à l'exploitant, priorité à la rentabilité de l'exploitant. Il faut qu'il gagne sa vie. Sinon, sur le long terme, ça ne marche jamais. Alors, on a des rentabilités qui sont performantes sur le marché de l'épargne pour un placement sécurisé aujourd'hui. Mais on ne va pas se mentir, par rapport à d'autres, ce n'est pas ce qui est le plus élevé et c'est parfaitement assumé et c'en est parfaitement la raison. Et si je peux te poser une question là-dessus pour relayer la question de Gwen, on est sur une population jeune dans les résidences étudiantes, évidemment, donc c'est un petit peu remuant, donc il peut y avoir des détériorations. C'est quoi les normes de réhabilitation généralement sur les résidences? Plusieurs points à répondre sur ce sujet-là. Le fond, la forme. D'abord, premier point sur le fond. Sur le fond, 80% de l'échec estudiantin va se passer pendant la première année. C'est quelque chose qui est parfaitement assumé et c'est pour ça qu'on a basculé, nous, dans notre montage sur un produit qui va plutôt aller chercher de l'étudiant qui va être plutôt en licence. Et d'ailleurs, c'est la genèse du produit co-living. Je m'explique, je vais prendre un petit peu de recul, je vais faire une énorme parenthèse si vous le voulez bien. Au départ, on fait du produit étudiant, 15 mètres carrés, vendu 70 000 €, tout le monde est content avec ça. Le commercial est content, etc. Mais nous, on exploite. Et on se rend compte précisément que ce produit-là, c'est un produit pour du post-bac. Le défaut du post-bac, c'est qu'il va partir beaucoup, donc il va y avoir beaucoup de turnover, ce qui fait d'ailleurs souffrir les résidents, c'est pas mal le turnover. Et on se dit, OK, ce qu'il faut, c'est qu'on paramètre le produit pour aller chercher de l'étudiant qui sera plutôt en licence. Parce que comme 80% de l'échec a lieu pendant la première année, une fois qu'on a passé la première année, ça continue, ça avance et on garde les jeunes. Et c'est ça qu'on a fait avec l'ensemble des prestations qu'on pourra démontrer et ça a plutôt pas mal marché. Et le co-living est un héritage de ça. C'est-à-dire que de la même manière, on s'est dit, OK, mais qu'est-ce qui existe comme offre pour l'étudiant
qui est étudiant en Master 2 au mois de septembre et qui est étudiant en Master 2 au mois de juin. Déjà, en Master 2 au mois de juin, il n'est plus étudiant, il est stagiaire. Donc, il n'y a plus d'offres. En fait, c'est toute la cible 23-27 ans, des jeunes qui sont plutôt en fin de cursus, qui sont début de carrière, qui vont commencer à fonctionner dans la vie. Et c'est cette cible qu'on va aller chercher. Et la réalité, c'est que sur cette cible-là, quand tu sais ce que coûtent les études, quand tu sais ce que coûte le logement pour l'étudiant, même si on essaie d'en maîtriser les charges, etc., ça reste un budget qui est lourd pour les familles. La réalité vraie d'une résidence comme on les a, c'est que les résidences sont absolument très calmes. Et j'encourage tout conseiller qui pourrait en douter à venir nous rencontrer dans le cadre de visites foncières. Ça serait évidemment avec grand plaisir. Et on se rend compte que c'est très, très calme, au contraire, parce que les jeunes, ils sont là pour bosser. Ils font la fête, ils font les cons le week-end et ils font les cons pendant les vacances. Mais pendant la semaine, en vrai, ça bosse. Deuxièmement, et c'est une façon de répondre, c'est la manière que j'encourage à répondre à un client, c'est d'accentuer cette notion de sécurité. Pourquoi? Parce que dans l'intitulé personnel, le garçon, c'est crade et désordonné, et une fille, c'est ordonné et c'est propre. Et quand on explique que nous sommes dans des résidences où on impose d'avoir un responsable de site qui est là toute la journée, qui a pour impact particulier d'avoir 60 à 80% des occupants qui sont des jeunes filles, bien, on en voit précisément la notion d'une résidence qui est pérenne, qui est propre, qui fonctionne bien dans le temps. Donc, il n'y a pas en réalité de dégradation prématurée des logements. Si ceci devait avoir lieu, c'est de la responsabilité de l'occupant. C'est un appartement qui est tout ce qu'il y a de plus normal. Si on se retrouve face à un gamin qui a envie de colorier ses murs avec des feutres, eh bien, ça lui coûtera le prix de repeindre l'appartement et ça sera d'autant plus facile que dans ce genre de produit, comme ils ne travaillent pas, les parents sont conscients et c'est les parents qui payent. Et là, on se gêne absolument pas. Okay. Mais ça n'est pas la réalité. Mais ça n'est pas la réalité du terrain. Ça n'est pas la réalité vraie du quotidien. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. C'était une question qui est très intéressante. C'est une question qui est absolument essentielle. Je l'ai traitée un peu trop rapidement tout à l'heure. D'habitude, je prends plus de temps à la traiter en amont. Il vous faut absolument traiter ce sujet-là en clientèle parce que, évidemment, vous aurez l'objection qui arrivera à un moment ou à un autre. Bon, vous en avez deux objections majeures sur le produit meublé. Je vous encourage très fortement à taper LMNP avis sur Google. Si vous n'êtes pas convaincu par ce que je dis, rajoutez le mot-clé problème. Hein, tapez LMNP avis problème. Ça devrait vraisemblablement vous donner toute envie de ne pas en proposer, de partir en courant et de me traiter de voleur. Globalement, vous retrouverez trois objections. Trois craintes. Il faut reformuler, mais quand on regarde bien dans le détail, c'est à peu près ça. On m'a baissé le loyer, on l'a divisé par 2. L'exploitant s'est barré, j'ai dû revendre à casse. En réalité, le troisième n'étant que la conséquence des deux premiers, je vais vous traiter les deux premiers. Ça vient d'où? Ça vient bien souvent d'un sujet où vous vous retrouvez avec un promoteur qui s'allie à un exploitant national ou pas, qui va monter une petite société d'exploitation pour la résidence donnée. Et il va vous promettre un rendement. Le bail étant de 9 ans, au bout de 3 ans, on vous le renégocie, on vous dit « je suis désolé, je me suis planté, j'y arrive pas ». Et vous acceptez cette baisse de loyer. Ou vous ne l'acceptez pas, puisque vous êtes en copropriété. Vous ne l'acceptez pas, eh bien, l'exploitant va vous dire, si vous ne l'acceptez pas, je comprends, mais pour nous, ce n'est pas rentable, donc on s'en va. Et on a monté une société qui avait 5 000 balles de capital social, donc on peut partir, c'est facile. Et sauf que là, vous allez repartir à la recherche d'un autre exploitant qui va analyser les bilans et qui va vous dire, ah ouais, mais la renta, mais même la renta qu'il vous a proposée, moi, je ne suis même pas capable de la tenir, je vais lui proposer encore moins. Conclusion, vous vous mettez à revendre ce logement, sauf que votre investisseur achète un rendement. Et eh bien, vous vendez une résidence de service et sans exploitant et vous vous retrouvez dans des positions très délicates. Le montage que nous avons choisi vise à répondre précisément à ces deux objections. C'est un montage qui nous a été validé par l'ensemble des banques partenaires avec lesquelles on bosse. Quand on a monté cette structure, plutôt que de pousser un produit et de leur dire voilà, validez-nous, on leur a demandé plutôt quels étaient les éléments pour être référencés au niveau cadre. Et aujourd'hui, on est référencé par absolument toutes les banques. Vous n'aurez aucun sujet à faire financer privilège. Le socle de l'histoire, c'est le groupe LP Promotion. Le groupe, c'est 47 millions d'euros de capital social, c'est une cotation de 3 en Banque de France, c'est 1500 actes authentiques en 2020, ça nous positionne 17e promoteur français en résidentiel aujourd'hui. On était 13e l'année d'avant, bon, c'est une question de réserve foncière. On objective, et vu l'inertie de ce métier-là, on sait exactement où on sera, sous 3-4 ans, d'intégrer le top 10 et on vise les 3000 lots. Donc, ça veut dire que c'est une boîte qui est solide, qui a une grosse assise financière, surtout qui a une bonne capacité à rembourser ses emprunts. C'est la cotation de 3 en Banque de France qui vous le dit. C'est une échelle qui va de 3++ à 9. À 3++, tu es un État. À 9, tu as déposé le bilan. Donc, le groupe, c'est solide.
Le groupe est le seul et unique actionnaire de Privilèges Services, la société d'exploitation. La société d'exploitation, c'est 3 millions d'euros de capital social, ça gère aujourd'hui 3000 lits, et c'est un taux d'occupation 2020, y compris Covid, de 89%, c'était 96% en 2019. Et ce qui va vous sécuriser, en tout cas, ceux qui sécurisent la plupart des gros institutionnels avec lesquels on peut travailler, je pourrais citer e-Sélection, je pourrais citer la Banque Postale, je pourrais citer Groupama, donc des gens qui sont assis sur leur portefeuille de clientèle et qui ne peuvent pas se permettre l'erreur, eh bien, Privilège prend le bail directement à l'investisseur. Donc, sur le modèle, votre investisseur prend le bail directement à la société de tête, qui a 3 millions d'euros de capital social et pas une petite SARL d'exploitation, dont l'actionnaire unique a 47 millions d'euros à la banque. Donc, mécaniquement, l'exploitant ne peut pas sortir. Ça ne résout pas le problème de la renégociation, mais mécaniquement, il ne peut pas sortir. Le bail que va signer votre investisseur est un bail de 10 ans. Pourquoi 10 ans? Parce que supérieur à 9, ce qui nous permet de renoncer à notre faculté de rétractation triennale. Ça signifie que l'on s'interdit toute renégociation du bail. Donc, j'ai répondu aux deux questions. On ne peut pas renégocier le bail et l'exploitant ne peut pas partir. Maintenant, il va rester quand même un sujet fort que connaissent tous les assureurs, qui est la notion du risque de guerre. Que se passe-t-il si ça ne se passe pas bien? Que se passe-t-il si une crise sanitaire mondiale intervient? Eh bien, il se passe qu'on a le droit de faire ce qu'on veut et que personne ne va venir nous redire. Si on veut diviser les loyers par 2 ou ne pas payer, eh bien, concrètement, on fait exactement ce qu'on veut. Or, Privilèges Services a payé, pendant la crise sanitaire, 100% des loyers, je dis bien que Privilège a payé 100% de ses loyers et, dans leur intégralité, des résidences étudiantes, seniors et co-living. Et ça, c'était un message fort qui a été envoyé au marché, un message fort qui a été envoyé aux conseillers en gestion de patrimoine, un message fort qui a été envoyé aux investisseurs pour dire oui, on souhaite tenir nos engagements, on souhaite que tout le monde se sente bien, oui, il y aura une vie après le Covid, et oui, pour ceux qui pourraient se poser la question, ça nous a coûté du pognon, bien évidemment. Est-ce que nous avons, Mathieu, des questions sur ce point-là? Parce que c'est quand même un point essentiel de l'argumentation d'un loueur meublé non professionnel. Ouais, alors je souligne un point que tu as dit qui est vraiment important. Le bail de 10 ans, comme il est supérieur au 369, donc aux 9 ans, ça fait que le preneur du bail, donc Privilège Service, n'a plus le droit de renégocier le loyer qu'il a inscrit dans le bail. Donc ça, c'est un élément, je dirais, juridique sciemment mis en place par Privilège Service pour sécuriser les investisseurs sur le fait que l'exploitant ne va pas venir renégocier puisqu'il n'en a pas le droit juridiquement à cause de ces 10 ans. Quand même une précision au cas où on se pose la question, pour ce qui est de la hausse du loyer, le loyer est indexé sur l'indice des loyers commerciaux et donc oui, il y a de la hausse de loyer, quoi. Alors, il y a des questions sur la sélection dont tu as parlé des étudiants plutôt en licence. Ça, c'est quelque chose que vous mettez en place systématiquement. Vous faites comment? C'est du marketing. C'est du marketing. C'est du marketing, c'est-à-dire que Mais tu acceptes tout le monde? Ah, bien sûr. Tu n'as pas le droit de faire de refus de vente. On est en France. Mais pour attirer de l'étudiant qui est un peu plus âgé, en fait, ce qu'il faut, c'est des prestations d'espaces communs qui sont supérieures, des unités d'hébergement qui sont un petit peu plus grandes. Évidemment, ça va avec un coût qui est aussi un petit peu plus élevé. Et naturellement et mécaniquement, c'est ça qui se passe, quoi. Tu as déjà eu des fins de bail de 10 ans? Est-ce que vous avez renégocié déjà post-fin de bail? Non, jamais. J'ai eu un cas malheureux, si on peut l'appeler comme ça. C'était à Balma, Tourmaline, sur la renégociation. Au moment où on construit, on est tout seul et on faisait un produit. Alors le produit avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment, le produit a évolué petit à petit avec les années. Et on s'est retrouvé à avoir une concurrence en face de nous qui avait des produits plus haut de gamme que ce qu'était la résidence Tourmaline. Et donc, on était en peine face à cette concurrence. Il a fallu améliorer la prestation. Et donc, on a demandé aux copropriétaires un investissement sur des meubles. Alors, ça va pas aller chercher bien loin, mais voilà comment ça s'était passé. C'est le seul exemple, je dirais, de dégradation de la simulation initiale. Et encore, les loyers avaient monté. Donc, mais tu n'as pas renégocié le loyer. Tu as juste mis au bout du jour la résidence. Complet, bien sûr. Okay. Complet, carrément. Non, c'est un vrai sujet. Privilège, pour moi, c'est un outil d'aide à la vente, quoi. Si Privilège déconne, ça revient plein badin chez nous. On doit être dans le top 5 des producteurs de résidences gérées aujourd'hui. Donc, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. Ok.
Si ça vous va, on va avancer sur la partie la plus marrante, qui est la partie comptable du sujet, de ce qu'est un meublé, et donc l'amortissement. En gros, ce qui fait que vous ne payez pas d'impôt. Alors, si je dois résumer toute la démonstration, c'est toi, loyer, pas payer impôt. Bon. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, l'immeuble doit être amorti par composante sur une base hors taxe quand la TVA est récupérable, ce qui sera majoritairement le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète un appartement de 100 000, eh bien, la toiture, elle vaut 8 000, je l'amortis sur 25 ans, je crée une charge comptable de 320 € annuels. Idem pour l'électricité, elle vaut 6 000, je crée des charges comptables de cette manière-là. Pas forcément évident, ce que je vous encourage à faire, c'est juste de retenir que vous ne payez pas d'impôts sur les loyers, parce que tous ces éléments-là, c'est évidemment le comptable qui va le faire pour vous. Et donc, dans GridKey, vous avez des simulateurs financiers qui sont adaptés au LMNP, qui prennent en compte ces amortissements par composante et qui le font de manière automatisée et simple pour vous. Donc, vous les avez dans la machine. Je vous propose quand même de rentrer quand même un peu dans le détail pour essayer de comprendre et d'avoir une explication qui soit assez pédagogue. Eh bien, comme en toute déclaration, ce sera une 2031, pas une 2044, vous allez déclarer vos revenus locatifs. Ce sera des revenus locatifs BIC. Et vous allez déduire, comme dans l'ancien, un certain nombre d'éléments avec deux gros pavés. Le droit commun d'une part, l'amortissement d'une part. Le droit commun, c'est quoi? C'est les charges, les taxes foncières, l'hypothèque pour la première année, les assurances, les intérêts d'emprunt. Le deuxième gros pavé, et c'est ça qui va faire la différence avec un ancien, c'est que vous allez pouvoir déduire les amortissements. Alors, commençons par l'immeuble. L'immeuble, vous allez pouvoir l'amortir sur une durée comprise entre 20 et 30 ans. Prenons la durée de 25 ans de manière arbitraire. Vous achetez un logement 100 000, vous divisez par 25, vous créez 4 000 € de charges annuelles pour ramener votre loyer à zéro. C'est d'ailleurs un peu le mode de fonctionnement de la loi Robien pour ceux qui l'auraient connu. Comment va-t-on fixer la durée? Premier point, la durée minimale. On n'a pas le droit d'aller inférieur à 20 ans. Pourquoi? Parce que ce que veut éviter Bercy, c'est vous êtes propriétaire de X logements, vous avez fini les amortissements, vous êtes bénéficiaire de 100 000 €, vous achetez un seul logement pour 100 000 €, vous l'amortissez sur une seule année, vous créez 100 000 € de charges et vous ne payez pas d'impôt. C'est ça qu'on veut éviter. Donc la durée courte, inférieure à 20 ans, est à proscrire. La durée longue, on peut aller aussi loin qu'on veut et aujourd'hui, on sera sur des durées qui vont avoisiner concrètement les 30 ans. Donc concrètement, j'achète le logement 100 000 €, je divise par 25 et je crée ma charge. Là aussi, c'est le comptable qui pourra vous faire, ou le simulateur de GridKey, qui vous donnera la durée la plus optimisée pour votre client. En l'occurrence, plus c'est long, plus c'est bon. Maintenant, attention, un petit point. Vous êtes tous face à une porte, physiquement, je veux dire. Cette porte, un jour, elle va s'abîmer. Cette porte, il va falloir la changer. Donc, on l'amortit, c'est logique. Maintenant, le sol sur lequel repose l'immeuble sur lequel vous êtes, un jour, l'immeuble va tomber, ça arrivera, et puis on reconstruira dessus, mais ce sol ne s'abîme pas. Donc, on ne va pas amortir la valeur du terrain. Donc, ça veut dire que on va estimer sur une zone secondaire comme Toulouse, Bordeaux, que le terrain vaut autour de 10-15%. Si on est sur de la zone parisienne très bien placée, on pourra monter jusqu'à 25%. Mais prenons l'exemple de 10%. Eh bien, ça veut dire que si vous achetez le logement 100 000, vous aurez le droit d'amortir sur une base à 90 000. Comment fait-on pour connaître cette base de terrain? Il n'y a pas d'échelle en fait qui existe, il n'y a pas de réel baromètre. Donc nous, on demande systématiquement au notaire la grille et c'est une information qu'on donne systématiquement sur notre intranet. C'est une information qui remonte via les flux informatiques sur GridKey. Ça n'a aucun impact sur l'effort d'épargne, ça a un impact sur la durée d'amortissement uniquement. On fera la même chose pour les meubles qu'on va amortir cette fois-ci sur une durée entre 5 et 10 ans. Est-ce que tout le monde peut comprendre qu'à ce stade, loyer moins l'ensemble des déductions, ça va être négatif? Loyer moins toutes les déductions va être inférieur à 0. On pourrait, si on était dans d'autres lois fiscales, se dire c'est génial, c'est négatif, je reporte le négatif sur ma 2042, sur mon avis d'imposition, et donc je paye, j'ai mon revenu fiscal de référence qui baisse et je paye moins d'impôt. Or, nous sommes sur du bénéfice industriel et commercial, et donc ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tout ce qui est négatif, on va aller le mettre de côté. Pour ça, un petit peu comme votre salaire, vous avez un salaire tous les mois. Votre salaire, soit vous l'épargnez, soit vous l'investissez, soit vous le consommez. S'il en reste à la fin, vous allez l'épargner, vous allez le mettre sur
du livret A. Ben là, c'est exactement la même chose. On va le mettre de côté. Ce serait en comptabilité, on appellerait ça un report à nouveau. Et donc, tout ce qui est négatif va ramener le revenu BIC à 0. Et en réalité, c'est un abus de langage que de dire qu'on ne paye pas d'impôt sur les BIC. Si on en paye, on paye bien 17,20% de CSG et on paye bien, dans notre exemple, 30% d'IR. Mais comme on a 0 de revenu, 17,20 fois 0, ça fait 0. 30% fois 0, ça fait 0. La deuxième année, loyer moins l'ensemble des déductions va continuer à être négatif. Et donc, comme c'est négatif, on va aller le mettre dans notre petite enveloppe, ramener notre revenu BIC à 0 et être imposé à hauteur de 17,20 fois 0 et de 30% fois 0, etc., etc., etc. Maintenant, va bien arriver une journée où le loyer moins l'ensemble des déductions va être positif. On aura consommé nos intérêts d'emprunt, l'hypothèque n'existe plus, on aura amorti les meubles. Donc, loyer moins déduction est positif. Et quand on est positif, quand on est en bénéfice foncier, en l'occurrence bénéfice BIC, eh bien évidemment, on va payer de l'imposition. Oui, sauf que j'ai mis de l'argent de côté, j'ai mis des déficits de côté, donc je vais aller piocher dans mes déficits ici pour pouvoir ramener mon revenu BIC à 0. Alors, je vais faire attention. D'abord, et je me répète, c'est pas moi qui vais le faire, c'est le comptable qui va le faire. Je vais aller chercher d'abord les intérêts d'emprunt parce qu'ils sont reportables pendant 10 ans. Et ensuite, j'irai chercher les amortissements parce qu'eux sont reportables ad vitam. J'ai donc ramené mon revenu BIC à 0. Je paye 17,20% de CSG et je paye 30% d'IR fois 0 égale 0. C'est pour cette raison que c'est un produit de garde, c'est un produit de rente, c'est un produit long terme, c'est un produit qui est bâti fiscalement pour créer une rente pour la retraite. Est-ce que nous avons des questions sur ce point, Mathieu? Non, il y avait des remarques d'Alexandre sur la revente, en questionnant d'éventuelles moins-values lors des reventes au secondaire. Je vous propose d'en parler un petit peu plus tard. Ouais. Mais avec grand plaisir, bien évidemment. Parce que à ce stade-là, on n'a traité que de la théorie, on n'a pas pris d'exemple précis. Donc, ce que je propose, c'est de prendre plutôt un exemple précis quand on parlera de la revente. Prenons donc cet exemple précis. Dans le rayon de 3 km où je vous propose ce produit, j'ai 13 000 étudiants et 3 000 stagiaires, j'ai 16 000. Je sais de ce qui précède que 68% vont quitter le domicile familial pour aller étudier. Donc, je sais que j'ai pas loin de 11 000 demandes potentielles sur ce sujet-là. S'agissant des employés, très objectivement, je n'ai pas la statistique, mais laissez-moi être très pessimiste et n'en prendre qu'un peu plus de 4 000 de manière à aller arrondir à 15 000 ma profondeur de marché. 15 000 demandes potentielles sur ce type de produit. Dans un rayon de 3 km, toujours, j'ai 1200 lits étudiants et co-living. On va considérer que la concurrence a un produit qui est mieux fini que moi. On va considérer qu'ils ont un produit qui est mieux placé que moi. Et on va considérer donc qu'ils vont, que les gens qui cherchent un logement vont d'abord aller à la concurrence et chez moi après. Sur les 15 000, j'enlève donc 1200. Reste 13 800 et j'arrive avec 165 logements. Je divise tout simplement par 165. Ça veut dire que j'ai une demande potentielle pour... j'ai une piole disponible pour pas loin de 84 demandes. Je le dis différemment. Sur 84 personnes, il y en a 83 qui vont ailleurs, qui vont faire une coloc, qui vont faire ce qu'ils veulent. Si j'en ai un seul sur 84, la résidence est pleine. Ma question elle est très simple. Est-ce que, et on l'a vu tout à l'heure avec la pyramide, est-ce que l'emplacement correspond à son marché, oui ou non? Il faut me répondre quelque chose, Mathieu, s'il te plaît. Je pense que ça a l'air d'être plutôt pas mal en termes de profondeur de marché. Ah, super. Mais vraiment, j'ai mis un peu d'ironie tout ça, mais réellement, chez nous, puisqu'on est encore une fois, on est exploitant, c'est aussi simple que ça, hein, de regarder si on peut ou pas monter un produit. Le reste, c'est que de la finition. C'est joli, c'est pour répondre aux attentes des étudiants et des co-livers. Donc, sur cette résidence, par exemple, sur le toit, il y a un énorme rooftop, il y a une salle de sport, il y a tout ce qu'il faut et qui correspond, et on pourra approfondir sur le produit en tant que tel le moment venu. Eh bien, prenons donc un exemple. Le lot B204 de la résidence Top of the Rose, il vaut 124 700 € pour un loyer de 4 610 €. On va y ajouter à ça le coût des meubles, on va y ajouter les frais de notaire, on va regarder ce qui se passe la première année, la 10e et après à la 20e pour la période de rente. Je vais payer un loyer
Je vais avoir un crédit, une assurance d'essai, des charges, une taxe foncière et pas de travaux, parce que je suis dans du neuf d'une part. Et d'autre part, tout ce qui va toucher à l'exploitation courante, c'est la responsabilité précisément de l'exploitant, de telle sorte que l'effort d'épargne est de 383 €. Mais en comparaison de l'ancien et de ce que nous avons vu tout à l'heure sur l'amortissement, ces 383 €, c'est l'épargne nette réellement que nous allons devoir débourser. Au bout de 20 ans, les loyers ont augmenté, l'ensemble des charges sont restées fixes et concrètement, mon effort d'épargne a diminué. Enfin, au bout de 20 ans, eh bien, je vais avoir une rente de 373 €. J'ai donc, dans cet exemple-là, investi pour 124 700 € plus 4 100 plus 6 500, j'ai donc investi pour 135 000 €. Et donc, finalement, la démonstration, elle vise à montrer quoi? Tout à l'heure, j'avais 270 000 € de capacité de financement, donc je pouvais acheter un T2 pour ce prix-là. L'acquisition de ce T2, elle équivaut peu ou prou à l'acquisition de 2 logements, de 2 loueurs meublés dans la résidence Top of the Rose. Dans le premier cas, j'ai investi 266 000 € pour un effort d'épargne en première année de 900 €. Au bout, en comparaison, le LMNP nécessite 270 000 €, c'est-à-dire un petit peu plus d'investissement pour moins d'efforts d'épargne. Au bout de 10 ans, l'écart va se creuser, 926 pour 704. Et enfin, au bout de 20 ans, la rentabilité ira tout simplement du simple au double. Visuellement, en graphique, c'est encore plus fort. En bleu, vous avez l'immobilier ancien et en grège, vous avez le loueur meublé non professionnel. L'écart est marqué dès la première année, il grandit avec le temps. Enfin, au bout de 20 ans, en période de rente, la rente est 2 fois supérieure à l'appartement que nous aurions acheté dans l'ancien. Et je vous garantis que si on avait fait rentabilité pour rentabilité et prix au mètre carré, on ne serait pas allé plus loin si on avait voulu s'arrêter à ce point. Tu ne prends pas de travaux pour le LMNP parce que les travaux, même au bout de 10 ans, ils ne seront pas à la charge de l'investisseur? Je ne prends pas de travaux parce que je fais comparaison à terme ISO. C'est-à-dire que je prends des travaux dans l'ancien parce que tu peux être certain que pendant les 10 premières années, tu y as droit. Et encore une fois, on a pris un montant qui était très très faible. Je veux dire, 10 000 € de travaux sur les 10 premières années, quand on sait ce que c'est quand on achète un appart, il faut filer de la peinture, il y a toujours quelque chose à faire. Qui est propriétaire d'un appartement locatif ou de sa maison, c'est très bien que les 10 000, t'y passes. Et une vraie réno, ça serait beaucoup plus que ça. Donc, si j'avais voulu intégrer la notion de travaux complémentaires, il aurait fallu que je le fasse à gauche et à droite. Et si je l'avais fait à gauche et à droite, c'est-à-dire pour l'ancien et pour le neuf, ça aurait été à mon avantage. Pourquoi? Parce que tu achètes pour 165 dans une résidence dans laquelle il y a 165 lots et tu vas répartir tes charges. Tu vas diluer beaucoup plus tes charges dans une résidence comme ça que si tu achetais un truc tout seul, tu dois tout taper tout seul, évidemment. Ok. Je veux bien répondre à la question sur la revente. Vas-y. En revanche, eh bien, ne nous trompons pas. Qui va acheter ce logement d'occasion? Ça va être un investisseur, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que va regarder notre investisseur? Eh bien, il va regarder les mêmes choses que ce que vous avez regardé. C'est pour ça que le point le plus important, le deuxième slide le plus important de la présentation, c'est celui-ci. Il va aller regarder qu'il va pouvoir pratiquer l'amortissement. Il va pratiquer l'amortissement parce que c'est le droit de mutation qui pourra lui permettre d'amortir. Et donc, vous pourriez également vous dire, j'ai acheté avec un amortissement sur 25 ans, je l'ai gardé 15 ans, il ne me reste plus que 10 ans d'amortissement. Non, la personne qui va vous racheter le logement va le racheter et pratiquer l'amortissement sur la base de la valeur vénale à date et sur une durée où on repart tout à zéro. Il va regarder la notion d'emplacement dans son marché, comme vous l'avez fait vous-même. Il va regarder qui est l'exploitant. Et nous y avons répondu. Maintenant, encore faut-il que l'exploitant, il soit encore là. Et l'exploitant, il va regarder à peu près les mêmes choses que le secondo investisseur. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il y aura encore l'exploitant? La même chose que ce qui va faire que le secondo investisseur va acheter. Eh bien, répondre à l'emplacement dans le marché, évidemment, puisque l'exploitant, son métier, c'est d'exploiter. Donc, si on lui enlève le produit, il ne gagne plus sa vie. Et enfin, la notion de la rentabilité. Et ça, c'est le maître mot. Quelle va être la rentabilité choisie pour l'investisseur? Oui, parce que le produit ne va pas suivre la ligne des prix de l'immobilier, il va suivre la ligne du rendement. Donc, prenons un exemple. Cet appartement, il propose un loyer de 4 600 €. Eh bien, regardons ce qui se passe dans 15 ans si on le valorise de 1% par an.
Sachant qu'on plafonne à 1,5% et quand on regarde l'ILC, on ne prend pas un chiffre dément en prenant 1% par an. Donc, ça veut dire que dans 15 ans, le loyer, il est de 5 355. Maintenant, un investisseur, il va raisonner sur un rapport de rentabilité-risque. Plus le produit est risqué et volatile, plus il va vouloir une rentabilité élevée, plus le produit est sécurisé, plus il va accepter une rentabilité faible. C'est l'exemple dans le financier du livret A où il y a zéro fiscalité, c'est 100% disponible, vous avez 0,50 de renta. Vous achetez de la dette pakistanaise, vraisemblablement, vous allez attendre plutôt du 7-8% de rendement. Mais imaginons dans 15 ans, en région parisienne, les mairies ont octroyé énormément de permis de construire, c'est pas trop la tendance, mais enfin pourquoi pas. Les universités sont parties, bref, c'est compliqué. Eh bien, votre investisseur en second marché ne veut pas entendre parler d'un 3,70, il va vouloir d'un 4,10% par exemple. Eh bien, je prends mon loyer qui est à 5 355 et je le divise par 0,0410. Conclusion, je revendrai ce logement 130 000 €. L'inverse est aussi vrai. 4 610, je valorise à 1%. Eh bien, finalement, il n'y a pas tant de construction que ça. Le produit immobilier s'est raréfié. Avec 3,30%, l'investisseur est content. Eh bien, à ce moment-là, je divise par 0,033 et je revendrai ce logement 160 000 €. Alors, soyons clairs, je ne suis pas en train de dire que vous allez revendre le lot B204 de la résidence Top of the Rose dans 15 ans, 130 000 ou 160 000 €. Je suis en train d'expliquer le raisonnement qu'il vous faut mener et la manière dont vous allez fixer le prix et de regarder ce qui est important. L'emplacement qui correspond au marché, oui, non. L'exploitant, oui, non. Le rendement et comment on va fixer le prix par rapport au rendement et pas par rapport au prix de l'immobilier. Pour ce qui est de ce type de produit, pour en connaître la rareté, parce que, encore une fois, c'est des produits de garde, donc les investisseurs conservent ce type de produit, puisque l'objectif initial, c'est la retraite. Je vous encourage, vous êtes professionnel, à aller jeter un œil ce qui se passe du côté de chez LB2S pour Serenissimo ou encore du Revenu Pierre, et vous verrez qu'il y a très très peu de ce type de logement d'occasion. Pour votre investisseur qui, lui, ne peut pas le faire, envoyez-le sur le bon coin. En occasion, vous allez retrouver pas mal de produits tourisme, plutôt pas trop bien placés. Et ce genre de produit-là, ça n'existe pas. D'autant que c'est un produit qui est très facilement transformable si demain, il n'y avait plus d'exploitants. Est-ce que ça répond à la question? Oui, avec un ajout d'Alexandre qui dit que certes, tu peux aller tu peux avoir un prix de vente qui va être correct par rapport à ton prix d'achat, mais tu vas devoir passer a priori par un intermédiaire de revente. Tu as cité LB2S, il y en a d'autres, et eux, ils vont prendre une marge. Donc, ça va quand même diminuer ton prix de revente de manière importante. Bien sûr, tout à fait. Mais attention, encore une fois, il ne faut pas se tromper sur le produit. C'est-à-dire que si on en arrive là et que le client vous dit « Ok, mais si je veux revendre dans 10 ans », le premier point, c'est de savoir quelle est la motivation de cette question. Si l'objet est de dire « Moi, je veux revendre dans 10 ans parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire de la spéculation sur le produit », clairement, ce n'est pas le bon produit. Il y a des produits qui s'appellent Pinel, qui fonctionnent très, très bien pour ça. Et ce n'est pas le bon produit. Là, on est sur un produit de garde. Ça veut dire que vous avez identifié en R1 que votre investisseur a une problématique de rente-retraite. Il est là pour investir, il est là pour avoir une rente. Il n'est pas là pour faire de la spécu sur le produit. Mais sinon, le fait d'ajouter la com d'un revendeur dans 15 ans, c'est vrai avec de l'ancien, c'est vrai avec du neuf, c'est vrai avec de la Pinel, c'est vrai avec tout. Oui, c'est certes. Et je pense que ton premier commentaire est vraiment le point clé, c'est que il faut établir avec le client au départ qu'il y a forcément une dichotomie entre s'assurer des revenus fixes pour la retraite assez élevés et bénéficier d'une plus-value à la revente. C'est pas le même projet. Et ça, il faut comprendre qu'il peut pas avoir les deux. Ça n'existe pas. Et on peut pas avoir plein de rendements et pas de risque. Et donc, il y a forcément choisir l'un ou l'autre. Ça va l'amener vers des projets différents. Et une fois que ça s'est établi, ça permet de désamorcer ce genre de remarques qui pourraient arriver. Parce qu'effectivement, si on dit, voilà, ça c'est un super produit à garder longtemps parce que ça va vous donner une rentabilité sur le long terme et que ensuite, vous en quelque sorte, vous le dénaturez en disant, bah ouais, mais si je revends et dans pas très longtemps, je vais perdre de l'argent sur la revente. Bah oui.
Enfin, l'IMO de base, hein, si tu le revends trop tôt, tu perds, hein, quoi qu'il arrive. Mm. Mais ça, on en revient à ce que je disais en tout début, de bien appréhender ce qui existe comme typologie de produits immobiliers et qui est en fonction des attentes de votre client. C'est-à-dire que si le client, ce qu'il veut, c'est une plus-value sur le produit, eh bien peut-être que ce qu'il lui faut, c'est un produit spéculatif, c'est-à-dire acheter un T3 à 500 000 € dans le centre de Biarritz, qui va lui rapporter un rapport de 0,8 ou 0,7% brut. Et il vise la plus-value sur le bien immobilier. Encore une fois, hein, il y a de l'immobilier spéculatif, de l'immobilier de rapport, il y a ce type de produit. Là, on est dans le cadre d'un produit géré, on est dans le cadre d'un produit full secure. C'est l'équivalent d'une assurance vie fonds euro. Il faut comparer à ce qui est comparable, comparer des choux et pas des choux et des carottes. Ouais. Et l'autre point que tu disais qui est aussi vrai, je le répète pour Alexandre qui tape sur la revente. Quand on revend un bien ancien, on le revend beaucoup par une agence immobilière qui prend aussi sa com et elle n'est pas bien moins élevée que ce que va prendre une agence de revente. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est que ce bien-là, vous allez pas le revendre en mettant une annonce sur le Bon Coin tout seul. Hein. Là, il faut passer par un professionnel de la gestion de patrimoine. Et je vous garantis que si vous n'avez pas d'idée avec qui passer, moi j'en ai plein. Hein. Donc voilà. Alors après, je vais peut-être moins me positionner sur des produits comme, encore une fois, comme le tourisme. Et tout le monde a compris notre appétence et ce que nous faisons chez LP Promotion. Mais dès lors que vous êtes sur des produits étudiants, dès lors que vous êtes sur des produits co-living ou seniors, sincèrement, il n'y a pas de sujet. Ok. En conclusion, les avantages, c'est déjà un produit qui est super simple. C'est un produit qui est facile. Il y a un seul interlocuteur, c'est l'exploitant. Il y a un effort d'épargne qui est constant. Et encore même, si on raisonne en euros constants, c'est un effort qui va baisser parce qu'il n'y a pas de recherche de locataire. Votre locataire, vous l'avez déjà. Donc, il n'y a pas de carence, il n'y a pas de vacances. Ça aussi, quand on fait des études, bien souvent, on oublie quand même de citer, d'intégrer 2 ou 3 vacances de loyer parce que tu peux le tourner comme tu veux, mais ça va forcément mécaniquement arriver. Le truc facile à comprendre, c'est que en fait, tu payes pas d'impôt sur tes loyers. Et donc là, ça renvoie à quoi? Ça renvoie que souvent, ce produit-là, on va l'utiliser sur du client d'entrée de gamme qui cherche à constituer sa retraite. C'est vrai, c'est une bonne chose, mais il y a surtout le client haut de gamme qui a plusieurs enfants, un client à qui vous allez pouvoir dire je vous en vends un par enfant, vous avez 3 enfants, c'est un par enfant. Comme ça, à la succession, ce sera plus facile. Alors là, on pourra vous objecter facilement, oui, mais les enfants s'entendent bien, on s'en fiche un peu. Oui, mais les pièces rapportées. Je vous garantis que cet argument-là, il fonctionne très, très fort. Alors, pourquoi ça va fonctionner aussi? Parce que votre client qui est en tranche marginale d'imposition à 41, il est habitué à avoir quoi? 41% d'impôt sur le revenu, plus 17,20 de CSG, plus 8% de taxes foncières. Il est habitué à être fiscalisé à 66%. Ça veut dire que sur un loyer à 1000 balles, il lui reste concrètement 400. Voilà, ça, c'est son habitude. Là, vous arrivez avec un produit, sur 1000 balles, il reste 900. Et clairement, ça va lui parler à votre investisseur. Il n'y a pas de frais de gestion, hein, les loyers sont nets, puisque le locataire et l'exploitant. Attention, la PNO est obligatoire, hein, propriétaire non occupant, sauf dans notre cas, puisque dans notre cas, Privilège couvre les investisseurs par extension de sa propre assurance. Ça ne va pas changer la nuit, ça ne va pas changer énormément de choses, mais c'est toujours 100 € par an qui sont plutôt dans la poche de l'investisseur que dans la poche de quelqu'un d'autre. Et puis, on pourra porter la TVA quand le promoteur le permet. C'est le gros avantage, vous achetez en hors taxe. Voilà ce que je pouvais raconter en 1h30 sur le sujet hors question. Toutes les hypothèses de calcul sont précisées, toutes les sources sont évidemment précisées. Il n'y a rien de… Il y a peut-être une question de Eloria qui se demande, parce qu'on dit que l'exploitant est tenu de verser les loyers, est-ce qu'il y a des cas où il n'est pas tenu de les verser? Est-ce qu'il y a des cas de force majeure ou des choses comme ça Risque de guerre, crise sanitaire, ce que je disais tout à l'heure en préambule. Ouais. Crise sanitaire, tu as une résidence, il y a tout qui est fermé, tu fais ce que tu veux. Et c'est pour ça que je présentais comme étant un vrai argument le fait que nous ayons payé chez Privilège 100% des loyers et dans leur intégralité pendant la crise sanitaire. Sincèrement, je doute qu'en termes de situation économique, nous puissions faire pire que l'an dernier. Donc, alors, les performances du passé ne préjugent pas des performances à venir, mais si on a fait tout ce qu'il fallait l'an dernier, je pense que pour la suite, ça devrait fonctionner quand même. Mais ce qui est hyper important, en fait, c'est d'aller regarder le montage, c'est d'aller regarder ça. C'est ça qui doit être sécurisé sur ce sujet-là. L'architecture en ligne directe, l'investisseur prend le bail à Privilège dont l'actionnaire unique est la société de tête, et le bail ferme de 10 ans, on renonce à notre faculté de rétractation triennale. Le risque zéro n'existe pas, il n'existera jamais en aucune chose. Pour autant, à force d'aligner les paramètres dans le bon sens, on arrive à faire des choses cohérentes. Merci. On va partager évidemment la présentation. Vous aurez aussi accès au replay.
Et ce que je vous propose, Jean-Sébastien, je vais reprendre la main sur le partage d'écran, c'est de vous montrer, mais très rapidement, l'approche qu'on a chez Gridkey pour noter les résidences LMNP et aussi ce que ça donne en termes de simulation financière pour que vous voyez un peu la simplicité, je dirais, de ce qu'on peut proposer. Alors, attends, je vais partager. Il faut que j'arrête le partage peut-être? Ouais, vas-y. De mon côté. Donc là, vous voyez mon écran. Je vous montre. Donc ça, c'est quand vous connectez à Gridkey, vous pouvez trier par LMNP, choisir les typologies de résidence que vous voulez, et ça vous permet de naviguer. Là, je vous montre la résidence eArt de LP, qui est super bien notée parce qu'elle a une très bonne rentabilité locative. C'est une très forte capacité à remplir la résidence. On a une bonne solidité du gestionnaire et une attractivité du quartier qui est excellente. Donc ça, vous voyez, c'est l'approche un peu, on a un triangle à quatre côtés ici, mais ça évalue les mêmes choses et vous l'avez lot par lot, vous avez toutes ces notations. Et donc c'est une approche systématique et vous pouvez en voir le détail lorsque vous allez sur une fiche de lot, où on va vous préciser les loyers, qui prend quoi à sa charge en termes de gros travaux, taxes foncières, frais d'entretien des parties communes. Et sur la capacité à remplir la résidence, c'est un peu les arguments que Jean-Sébastien vous a évoqués. C'est on va regarder le poids des étudiants dans la population locale, on va regarder le nombre d'étudiants par rapport au nombre de logements sur la zone. On va regarder si une construction nouvelle risquerait de déséquilibrer l'offre ou pas. Et on va regarder aussi le niveau des loyers dans les appartements, donc les offres alternatives hors résidence, pour voir s'il y a un avantage pour les étudiants à se loger plutôt dans des résidences avec des loyers comme ceux qu'on regarde. Donc ça, c'est une évaluation vraiment très détaillée de la capacité à remplir la résidence qui permet de vous rassurer sur le choix que vous faites. Et de la même manière, on va faire un petit profil, je dirais, de l'exploitant en regardant son ancienneté, le nombre de résidences qu'il gère, le chiffre d'affaires qu'il a fait dans les chiffres qui sont publiés pour que vous ayez une idée. L'attractivité du quartier, c'est un petit profil socio-économique de la zone. Donc là, on est plutôt sur une zone classe moyenne. On va regarder les environnements, tous les services de base, supermarché, boulangerie, etc. Enfin, tout ce qui fait que ça va être agréable d'être sur cette zone et le réseau des transports publics. Vous retrouvez dans Gridkey tous les éléments mis à disposition par le promoteur. Donc, tout est là. C'est très, très simple de faire une proposition à votre client et vous pouvez générer une présentation lorsque vous ajoutez un lot comme ça en cliquant ici sur le comparateur, vous pouvez en mettre plusieurs, vous allez pouvoir aller sur cette page comparer qui vous fait un petit récapitulatif du lot. Et là, vous allez pouvoir choisir d'ailleurs qui porte la TVA. Est-ce que c'est un financement de TTC et donc c'est l'investisseur lui-même qui demandera le remboursement de la TVA ou est-ce que c'est un financement du hors-taxe et là, c'est le fameux portage de la TVA par le promoteur qui est proposé. Donc, vous choisissez votre client et vous cliquez ici pour générer une présentation commerciale qui s'affiche facilement comme ça. Et là, vous avez votre logo et les lots que vous aurez choisis pour présenter ça à votre client avec un petit bilan patrimonial, ses objectifs, son projet d'investissement, son patrimoine actuel, le dispositif que vous lui préconisez et le récapitulatif des critères qu'on a vus. Vous pouvez en masquer certains si vous le souhaitez et vous avez directement un plan de trésorerie qui est dépendant de la date de livraison de la résidence. Il se met automatiquement en place sur un horizon de temps que vous aurez choisi vous-même avec une lecture très, très claire des loyers, des réductions d'impôts. Alors, il n'y en a pas parce que c'est du LMNP, c'est pas une réduction d'impôts, c'est une annulation, comme vous pouvez le voir dans la dernière colonne de dépenses sur les impôts locatifs, des charges qui seraient à payer sur les loyers, des taxes. Et on vous fait un petit calcul d'effort d'épargne moyen. Vous voyez, c'est très
très clair à comprendre. C'est automatiquement découpé en phases et vous avez une page d'explication ensuite de ces différentes phases, des différentes charges qui tient sur une petite page et qui vous permet de répondre à toutes les questions de détail, je dirais, de vos clients. Et on vous fait un petit bilan derrière sur le point en termes de ressources de dépenses et de gains nets à l'issue de l'horizon de temps que vous aurez choisi. Ici, j'avais choisi 15 ans pour mon client. Donc ça, c'était un exemple où la TVA était portée par le promoteur. Donc vous achetez un bien qui est finalement moins cher. Et si c'était pas le cas, là j'avais fait une autre présentation où je payais le TTC. Donc j'ai bénéficié d'un remboursement de TVA. On le mentionne ici, voilà, dans la récupération de TVA. Vous le voyez, qui se met automatiquement en place. Donc il suffit de manière assez simple de choisir dans ce petit champ-là et qui porte la TVA pour avoir une simulation qui est correcte et directement. Donc vous avez du choix hein, sur GridKey pour trouver un bien LMNP qui vous convient. On a 32 000 lots au global hein, sur la plateforme. Celle-ci là que je vous présente, elle est plutôt pas mal hein, puisque vous avez une rentabilité intéressante sur de l'étudiant côté de Talence. Voilà, je fais rapide hein, parce que c'était vous connaissez peut-être pour certains la manière dont on approche ces scorings dans GridKey. Et je peux prendre encore quelques questions avec Jean-Sébastien si vous en avez. Alors. Il y en a quelques-unes sur le chat, je te laisse les sélectionner, Mathieu, peut-être. Je suis en train de regarder. Alors, Gilles pose une question un petit peu technique. Donc, sur au terme de la déduction des amortissements, est-ce que l'investisseur peut se revendre à lui-même, donc son bien, au travers d'une SARL de famille, pour repartir sur des amortissements et bénéficier à nouveau de revenus défiscalisés? Je crois que la réponse est dans la question. On n'est pas bien loin de l'abus de droit. Ouais, c'est un peu comme le schéma de la revente. En fait, c'est exactement le même schéma que le schéma de quand tu veux faire du sans-y-mouvoir et amortir derrière. Tu passes du BIC au BIC. Donc, tu as intérêt à être sacrément bon sur l'argument successoral en cas de contrôle. Ça passera forcément par un droit de mutation et forcément par un changement de propriétaire, en fait. C'est-à-dire que tu ne peux pas te revendre à toi-même, il faut te revendre à une société, donc une SAIS ou une SRL de famille. Et tu as surtout intérêt à avoir les gamins qui soient très largement majoritaires pour pas te faire taper sur les doigts sur ce sujet-là. Maintenant, il y a d'autres sujets qui sont peut-être plus malins et moins risqués. À la fin de l'amortissement, tu peux faire du microbic. À la fin de l'amortissement, comme tu es quand même face à une résidence où il y a 100% d'investisseurs, tu es propriétaire du A201, tu appelles le propriétaire du A202, vous faites un échange, ça vous coûte les droits de mutation. Il y a d'autres trucs comme ça un petit peu plus malin et surtout beaucoup moins risqué. Et en dernier lieu, le coût de la revente à soi-même. Une fois qu'on a dit que techniquement, on pouvait le faire, il faut opérationnellement le mettre en œuvre. Trouver une banque qui accepte de te refinancer. Enfin, sur le papier, ça peut marcher, mais j'y risquerai pas ma carte. Ouais, c'est clair. C'est un peu des acrobaties à la frontière de ce qui est acceptable. Donc, évidemment, c'est casse-gueule. Est-ce qu'il y a une baisse tendancielle des rentabilités sur le LMNP? Oui, ouais. Bien sûr. Alors, pas sur le LMNP, la question est beaucoup trop vague. Sur l'emplacement dans son ensemble, tout un chacun aura compris que le coût du foncier augmente, tout un chacun a compris que le coût des matériaux augmente, c'est vrai pour le nu, c'est donc vrai pour le meublé. Je veux dire, sur janvier et juin 2021, le plaquage, ça a pris plus 30%, le bois, ça a fait x3, en moyenne sur tous les postes, on est entre plus 10 et plus 30 points. Donc forcément, c'est pas parce que le prix de la construction augmente qu'on peut vendre les pioles plus cher, parce que tu es face à une logique des marchés. Donc oui, le rendement a tendance à diminuer et il diminue aussi parce que, encore une fois, il y a une corrélation du risque au rendement. Si tu es sur une résidence tourisme, tu vas trouver facilement du 4,50. Il n'y a pas de sujet. Quand tu es sur de l'étudiant ou du co-living, un produit facilement transformable qui a forcément des règles d'emplacement qui sont strictes. On en a parlé plusieurs fois avant. On a tombé quelques produits avant de choisir celui sur lequel on allait articuler notre exemple. Tu es sur des emplacements, c'est pas du premium, il faut surtout pas, sinon les rendements seraient trop bas, mais tu es sur des emplacements qui sont très ciblés et plutôt qualitatifs, et donc mécaniquement,
les prix montent, le loyer suit un peu moins, le rendement va plutôt dégressif. Ce qui est quand même important sur cette notion-là, c'est quand même d'aller se comparer par rapport à ce qui est comparable, c'est-à-dire des choux et des choux, pas des choux et des carottes. Est-ce que je suis performant sur le marché de l'épargne? Oui ou non? La réponse est oui, VS l'ancien, parce que la démonstration que j'ai faite, sincèrement, elle est pas du tout abusive. Sur l'intégralité des zones sur lesquelles on travaille, à chaque fois que je fais ça marche. Et si je vais me comparer au financier, il faut que je me compare encore une fois à l'assurance vie fonds euro. J'ai eu la discussion avec des commerciaux d'assureurs il n'y a pas bien longtemps. Attention, dans le fonds euro, vous n'avez pas d'assurance en perte de capital. Hein. Si c'est négatif, c'est négatif. Et là, je vous renvoie à l'acquisition de dette grecque il y a 5 ou 6 ans. Je pense que tout le monde n'était pas spécialement rassuré sur la bonne tenue des assurances vie. Comment tu comparerais ça à la SCPI? C'est hyper perso. Elle m'embarrasse un peu ta question parce qu'on y met forcément un peu de soi quand on fait ce métier-là et on a forcément des avis et mon avis n'est pas forcément la réalité vraie. Ce que j'ai fait dans la méthode de vente, c'est de la réalité vraie, c'est pas discutable, c'est des éléments factuels. Moi, ce que je pense, c'est que moi, j'aime bien la SCPI pour l'entrée dans l'IMO. J'aime bien, si tu as une petite capacité de financement, c'est mieux de faire ça que de rien faire. Je suis un petit peu plus réservé sur des investissements comme le font certains pros, mais avec grand plaisir d'être convaincu et d'en entendre les arguments sur des paniers à 200 000, 300 000. Je préfère quand même la souplesse de l'immobilier réel. Laurinda demandait si c'était un triple net, Top of the Rose. Ça veut rien dire triple net ou double net ou simple net, c'est qu'une façon d'exprimer le rendement du loyer. Ce qui est important, c'est de regarder le chiffre en bas à droite et donc d'arriver. Moi, je vous ai montré du quadruple net, si tu veux. Quand j'ai montré les efforts d'épargne, c'était réellement en ayant enlevé 100% des charges qu'on pouvait avoir, quoi. Tu as en tête le niveau de rentabilité? Donc, sur la rentabilité brute, c'était loyer x 12 que divise le prix de l'appart hors meuble. On était à 3,7. Okay. Si tu raisonnes triple tout, tu vas sortir, tu vas arriver à du 3. 3, ok. Donc, du 3 net de net sur un produit full secure. Sincèrement, il n'y en a pas des masses sur le marché de l'épargne. Alors, on va toujours trouver un produit qui est boosté sur une année. On va toujours trouver un exemple. Moi, je suis là pour traiter 80% des cas. Dans 80% des cas, quand tu affiches un produit sécurisé sur le marché de l'épargne à 3 points aujourd'hui, sincèrement, on est propre. Valérie, les projets LMNP, vous allez les retrouver sur GridKey. Ils y sont tous, donc il y a de quoi piocher si vous cherchez une offre qui va convenir aux critères que pourrait avoir aussi votre client. Allez-y, si vous avez quelques dernières questions, c'est le moment. Sinon, Jean-Sébastien, c'était hyper clair. C'est vrai que la comparaison avec l'ancien, c'est une longue introduction, mais je pense qu'elle est vraiment nécessaire parce que spontanément, les investisseurs vont s'orienter vers ça en disant si je veux investir dans l'immobilier, je vais faire l'immobilier locatif ancien. Donc, c'est très important de les faire atterrir sur ce que ça signifie en termes de rentabilité nette. Surtout en plus, en fait, dans 80% des cas, tu poses la question, dans notre exemple, pour rappel, on atterrit à une fiscalité incluse à 900 € d'effort d'épargne. Dans 80% des cas, ton investisseur potentiel s'est arrêté à 400. Il a oublié tous les étages qui étaient en dessous. C'est pour ça que c'est important de le reprendre pour aller comparer encore une fois ce qui est comparable et l'intégralité des chiffres. Parce que quand on dit comme ça, on ne paye pas d'impôt sur le loyer, on ne se rend pas compte ce que ça veut dire. Ok, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'espère que ça vous a plu aussi. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci Jean-Sébastien. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.